En attendant, ça me donne l'occasion de vous dire, pour celles et ceux qui nous rejoignent, je vous rappelle que vous êtes au Printemps des Impactrices. On est tous ensemble, tout ensemble pour changer d'air. On va faire nos... Enfin voilà, c'est l'occasion. On se réunit tous pour célébrer nos 3 ans, les 3 ans de l'association. On a eu une journée riche en émotions, riche en contenu aussi, hein, puisqu'on s'est retrouvés ce matin pour une matinée... avec un café talk, on a partagé plein d'inspirations, plein de contenus, plein de ressources qu'on va compiler dans un document qu'on va vous partager. Et puis l'après-midi a continué avec un déjeuner afro-vegan et des ateliers d'intelligence collective. Donc là, on est sur live depuis 16h45. C'était le petit moment qu'on avait appelé récréation. Donc vous aurez compris, c'était comment l'émotion peut être un vecteur pour susciter l'engagement. Et là, j'ai très bientôt le grand plaisir d'accueillir Natacha pour la table ronde de cet après-midi, qui est vraiment un moment phare de cette journée. Cette table ronde, on l'a appelée « Engagement en faveur du climat, une utopie ou une énergie ». Natacha, bienvenue à toi. Merci. Je te laisse ma... place. Merci, c'était hyper touchant, c'était passionnant. Merci, vraiment. Ouais, très ému. J'espère que je vais tenir le coup jusqu'à la fin de cette table ronde. Bonjour et bienvenue pour ce Facebook Live qui va donc parler d'un sujet qui est central, hein, l'engagement. Et surtout avec des femmes qui sont juste extraordinaires. Je me présente, je suis donc Natacha Felouche, je suis journaliste d'entreprise, animatrice, mais surtout aujourd'hui, je suis membre des Impactrices et j'en suis extrêmement fière. Donc pendant près de 50 minutes, avant de vous donner la parole, donc surtout n'hésitez pas à penser à vos questions, on y répondra. On va décortiquer une question que beaucoup se posent. Être engagé, ça veut dire quoi exactement? Quelles sont les valeurs ajoutées à l'engagement au féminin? En faveur du climat, bien sûr, mais pour tout autre sujet aussi. Et surtout, que valent nos engagements face à l'énormité des enjeux? Je vais donc appeler les quatre femmes d'exception. Mesdames, je vous propose de me rejoindre. Ah bah oui. Installez-vous. Oh, merci beaucoup, c'est très gentil. Installez-vous, bienvenue à la base. Merci. Celles qui veulent garder leur masque, aucun souci. Anne-Céline, je te propose de te mettre là. Voilà. On va essayer de sauter par-dessus les fils. La corde a sauté. Et voilà. Tout le monde est bien installé? Super. Allez, c'est parti. Bonjour Sarah. Bonjour Sarah Durieux. Sarah, tu es directrice France de Change.org. C'est la plus grande plateforme mondiale de pétitions en ligne. Je pense que beaucoup connaissent. Change.org, et dis-moi si je fais une erreur, c'est aujourd'hui par semaine à peu près 400 pétitions en ligne, dont une quinzaine qui se disent victorieuses. C'est bien ça? Exactement. Tu es trentenaire, activiste, spécialiste de la mobilisation citoyenne. C'est ce que tu expliques dans ton livre qui est paru il y a peu. Changer le monde aux éditions First, 11 chapitres qui progressivement donnent toutes les clés pour monter en puissance dans son engagement. On reviendra dessus. Super, merci beaucoup. Tessir, bonjour. Tu es chez toi ici à la base? Un peu, oui. Exactement, tu connais aussi bien les Impactrices. Tu as 24 ans, tu es diplômée en sciences politiques et géopolitique. En 2019, tu participes à la Marche du siècle, la fameuse Marche du siècle, co-organisée par Alternatiba. Alternatiba, c'est un mouvement citoyen pour le climat et la justice sociale. À partir de là, j'ai envie de dire, tu tombes dans la marmite, complètement. Tu deviens un porte-parole de ce mouvement et ton âme de militante prend alors une autre dimension. On en reparlera évidemment. Bonjour Anne-Céline Lescape. Bonjour. Tu es associée et dirigeante de Zeil, une plateforme digitale qui permet aux entreprises de mettre en place leur démarche d'impact environnemental et de la mesurer, évidemment, c'est important. Tu es trentenaire, maman de 2 enfants.
Ton engagement en faveur du climat, mais aussi auprès des femmes, est important dans ta vie professionnelle, mais aussi tout au long de ton parcours, toi, personnel. C'est 2 engagements auxquels tu tiens beaucoup. Tout à fait. Bonjour Céline. Farchibili, tu es l'une des 2 marraines de cette journée. Merci. Merci pour ton soutien. Tu es quadra, mère de 2 filles. J'espérais qu'on ne dirait pas l'âge, mais ok. Ouais, et tu as vu, je n'ai pas le dit mien. Donc diplômée notamment d'un master en développement durable. Et tu as co-créé et tu diriges l'agence Look Sharp, qui est donc spécialisée dans les relations publiques et les relations presse. Et tous tes clients, si j'ai bien compris, sont impliqués dans la transition. Ça, c'est un point hyper important. C'est d'ailleurs ton engagement que de soutenir et d'aider ces entreprises à mener concrètement le changement. Tu portes le concept d'entreprise contributive. Le 14 avril, notez bien, sortira ton dernier ouvrage coécrit avec Fabrice Bonifay aux éditions Duno, et qui est intitulé « L'entreprise contributive, concilier le monde des affaires et limites planétaires ». Voilà, on va commencer à parler des limites, et c'est le plus difficile, parce que personne n'a envie de changer ça, mais on aborde le sujet concrètement. Oui. Eh bien, écoute, on va même te donner un autre micro pour que tu puisses, ou le rapprocher un tout petit peu plus pour que tu puisses un peu plus... qu'on t'entende sur ce sujet majeur. Allez, place au débat avec une première question apparemment anodine, toute simple. S'engager en faveur du climat, ça veut dire quoi exactement? Anne-Céline, où est-ce que tu places, toi, le curseur de l'engagement? Alors, pour moi, l'engagement, c'est avant tout la conscience. Il ne faut pas toujours associer ça immédiatement aux grandes actions. Ce qui est important, c'est de prendre conscience, d'être curieux, de s'intéresser au sujet, et puis, à partir de ce point de départ, de se fixer des objectifs, de progresser, sans revenir en arrière, ce qui est toujours un peu là le challenge, mais de le faire dans le cadre de son périmètre. Chaque individu a sa propre personnalité, il y en a qui fédèrent, il y en a, voilà, on a nos forces, nos faiblesses, et du coup, cet engagement doit être rattaché à ces forces et ce périmètre-là. Et de toujours continuer du coup dans cette dynamique positive de progression. Voilà, c'est ma conviction et personnelle et ce que je m'applique. Alors justement, tu peux nous donner un exemple concret, sans parler des faits, on verra ça après, mais d'engagement sur lequel toi tu as progressé par exemple. Alors, on va dire... une des actions les plus challenging auxquelles j'ai été confrontée dans le cadre de mon périmètre familial, c'est que mon époux travaille dans l'aviation, donc mon plan de mobilité a fait l'objet on va dire, d'une négociation pour justement acculturer du coup la personne avec qui je partage ma vie, qui n'a pas l'engagement environnemental, on va dire historiquement, et l'amener à faire prendre conscience de ces sujets, l'intéresser, à lui faire comprendre pourquoi il était important de s'intéresser, et puis de poser des règles familiales sur la mobilité. Donc c'est ce que nous avons fait, et on essaie chaque année de progresser sur ce plan de mobilité familiale. Génial. Et tu le mesures, ce plan de mobilité? Tout à fait. J'utilise une petite app qui s'appelle Inuk. J'en fais la publicité, parce qu'il en existe d'autres, en l'occurrence. Et ça nous permet de suivre un petit peu, déjà de réaliser l'ensemble de nos déplacements, et puis d'avoir cette vision globale, et puis le progrès aussi, puisque de voir qu'on peut réduire. Génial, super, merci pour le tuyau. Tu peux répéter le nom de l'appli? Inuk. Et il y en a peut-être d'autres? Il y en a d'autres. Absolument. Céline, toi, en 2018, tu donnes un autre tournant à ta carrière pro, en passant, je l'ai dit, un master en développement... 2008. Oui, pas de t'inquiète. Ah oui. À l'époque, tu disais des convictions, mais tu souhaitais avoir plus de compétences pour mettre en application et pour exercer ces convictions. Est-ce que c'est là que tu places le curseur de ton engagement? Est-ce que la compétence a un lien avec l'engagement? Alors, pas forcément, et heureusement, je pense qu'il y a des gens engagés
parce qu'on a en tête des femmes d'engagement, des grandes figures, il y a Greta qui heureusement prend le devant de la scène, mais il y a énormément de gens qui sont engagés, qui n'ont pas fait d'études sur le sujet, c'est juste qu'ils voient leur environnement dégradé, leur vie de tous les jours mise en péril, littéralement, parce que on parle des gens qui s'engagent, mais il y a des gens qui meurent pour leur engagement. Voilà. Donc non, pas forcément, mais dans mon cas, oui, en l'occurrence, moi j'ai un papa qui travaillait dans l'environnement, donc j'ai été très sensibilisée, mais à un moment donné, dans sa vie professionnelle, on est confronté à ses limites. Des questionnements vous arrivent, on vous assène des choses. Moi, dans mon métier, relations presse, relations publiques, on lit beaucoup le journal et il y a beaucoup de contradictions. Donc, à un moment donné, mes convictions se sont retrouvées très, très limitées. Je me suis dit finalement, disons bridée. Je me suis dit, mais est-ce que je me trompe ? Est-ce que c'est vraiment impactant ? Est-ce que je suis sur la bonne échelle ? Voilà. Donc, à ce moment-là... j'ai décidé de reprendre des études et c'est une chance de reprendre des études. Tout le monde n'a pas les moyens, littéralement, de pouvoir faire un break. Ça coûte cher, ça prend du temps, c'est engageant. Voilà, donc c'est une chance monumentale, mais ça m'a fait progresser et ouvert les yeux. Et dans mon cas, j'avais beaucoup de fausses bonnes idées que j'avais entendues. Et encore aujourd'hui, tous les jours, encore pas plus tard qu'aujourd'hui, quand on essaye de creuser, on se dit tiens, ça c'était peut-être une bonne idée, mais en fait, est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Et c'est ce questionnement permanent qui permet de progresser et puis d'avoir des discussions avec des gens d'univers connexes qui vous éclairent sur des sujets parce qu'on peut... vous êtes bien placé pour savoir que c'est des sujets complexes, vastes et en évolution. Donc, Mais l'engagement, c'est aussi des contradictions, j'imagine. Comment toi, tu gères tes contradictions ? Oui, alors pareil que Anne-Céline, en famille, c'est toujours compliqué. Déjà, au bout d'un moment, dans les dîners, quand il y avait des dîners, disons, au bout d'un moment, on se tait parce que sinon, on est vraiment l'emmerdeuse de service. Donc ça, c'est déjà une chose à vivre. Ensuite, effectivement, de faire ces choix familiaux. Donc voilà, moi, j'ai pris un petit truc, alors c'est un peu anecdotique parce que quand on fait son bilan carbone, on est à 12 tonnes par Français quand même, c'est énorme. La génération suivante va devoir baisser de 90%, donc il va falloir s'y mettre. On a 10,8 tonnes exactement en moyenne. Avec tout ce qu'on exporte comme... Donc en gros, moi, mon petit challenge personnel il y a une dizaine d'années, ça a été de plus acheter aucune fringue neuve. J'y arrive parfaitement et c'est devenu un jeu, mais je sais aussi que c'est de la chance parce que quand on est à Paris et qu'on a des petites boutiques sympas, c'est facile. Et après, mais je me rends compte que ça n'a pas c'est une empreinte, mais c'est pas la principale. Il y a évidemment le logement, le transport, l'avion, bien sûr. Mais je me suis rendu compte surtout que mon empreinte principale, c'était le boulot. Je veux dire, quand on peut très bien être végane et on bosse dans une grande banque, son empreinte. Donc, en fait, concrètement, 10 heures par jour, on bosse contre ses convictions. Donc, cohérence. Donc, moi, très tôt, quand j'ai rejoint Béatrice Lévesque et qu'on fait grandir tout doucement Look Sharp, parce que le but de Look Sharp, c'est pas de grandir comme une malade, mais le but, c'est d'avoir une empreinte aussi dans notre profession. Et en com, on est bien connu pour avoir une empreinte plutôt pas bonne, normalement. Bien sûr. On va revenir justement sur les pactes des entreprises tout à l'heure. Sarah, même question. Où est-ce que ça commence, l'engagement, pour toi ? Moi, je dis toujours que l'engagement, ça commence en bas de chez soi. Et donc, près de chez nous, auprès de nos proches. Et en fait, je pense que c'est important de le dire parce qu'on fait face à des enjeux mondiaux, des enjeux compliqués à aborder. Mais en fait, la première étape, c'est d'abord, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, s'engager, être sensibilisé et se dire quelle est la première chose que moi je peux faire. Et donc je pense qu'il faut être radical dans la vision du monde qu'on a, mais il faut aussi être réaliste sur qu'est-ce qu'on peut faire en premier, qu'est-ce qu'on peut commencer à changer. Et pour moi, l'action civique et l'activisme, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui, non seulement on l'a vu, peut avoir un impact très concret dans nos localités, mais aussi au niveau national, voire au niveau international. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus accessible parce qu'on a la chance d'avoir plein d'activistes qui nous inspirent. Tessia en fait partie. C'est plein de personnes ici à la base sont aussi des très bons exemples de comment on peut
s'organiser collectivement sans attendre forcément qu'il y ait une impulsion politique ou qu'il y ait une impulsion institutionnelle. Donc pour moi, c'est ça vraiment le premier pas vers l'engagement, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux changer autour de moi. Et je pense que c'est qu'est-ce que je peux changer au sein de l'entreprise dans laquelle je travaille. Donc même si je travaille dans une entreprise qui n'a pas un impact positif a priori, est-ce que je peux impulser des choses à l'intérieur de cette entreprise? Dans la ville dans laquelle je vis, est-ce qu'il y a des choses que je peux aider à faire changer? On sait qu'on a beaucoup de pouvoir sur nos élus locaux, beaucoup plus que sur nos élus nationaux, donc ça c'est un exemple. Et puis aussi concrètement dans les dîners de famille, et je pense qu'il y a plein d'exemples d'activistes, notamment le mouvement Nous Toutes, qui a montré que changer la culture d'une société, c'est aussi dans les dîners de famille être équipé, avoir des arguments, des outils pour faire avancer les mentalités. Donc lire, donc se renseigner, bien se sourcer, et surtout ne pas hésiter à vérifier finalement ce qui peut arriver. Tu viens de prononcer un mot-clé, c'est l'activisme. Pardon pour cette question naïve, mais engagé, activiste, c'est quoi la différence? Toi, Tessir, tu es impliqué à 10 000% dans Alternatiba. Professionnellement, tu travailles aussi dans une ONG. Alors, tu es quoi? Tu es activiste ou tu es engagé? Et c'est quoi la différence pour toi? C'est sûr que je suis les deux, forcément. J'ai commencé, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit auparavant sur la définition de l'engagement. L'engagement, c'est vraiment cette capacité aussi à influencer notre entourage, à influencer toutes les personnes qu'on touche. Après, pour moi, l'activisme, on passe à une étape un peu plus supérieure où là, on va vraiment mettre notre corps, notre force, notre mental dans une action pour gagner des victoires. Donc là, on passe encore à une autre étape qui est beaucoup plus concrète et qui est vraiment qui est très dure aussi, parce que l'activisme c'est difficile, parce qu'on se bat pour des choses qui sont difficiles et on ne voit pas forcément un résultat sur le court terme. Et donc c'est quelque chose qui est difficile, mais en fait on est entouré de personnes qui sont tellement géniales et tellement aussi qui donnent tellement énormément en fait pour la cause que en fait la fatigue à la fin on la ressent plus. Mais c'est vrai que y a passer à cette étape là de l'activisme, pour moi, c'est essentiel et une fois qu'on rentre dedans, c'est difficile d'en sortir parce que on peut plus. Enfin, je pourrais jamais me dire un jour j'arrête tout et je continue ma vie. Je pourrais pas me dire. Je pourrais, mais en fait, peut-être que au bout d'un moment, je me dirais j'arrête pour un temps le militantisme, l'activisme. Je reste engagée et j'essaye de modifier, comme tu as dit sur Nous Toutes, de modifier les mentalités, de modifier le mode de vie aussi des personnes qui m'entourent. Et après revenir plus tard, parce que voilà, le militantisme, l'activisme, il y a aussi, ça s'inscrit aussi sur une période, parce qu'on peut pas mener ça non plus toute notre vie. Et après, on part, on revient, donc c'est assez, c'est un manège. Et du coup, les engagés, c'est quoi l'articulation entre des engagés et des activistes? Ils se regardent de loin Non, c'est complémentaire en fait. Ça va ensemble. Nous, notre but, c'est de faire en sorte que les personnes engagées, donc qui se renseignent, qui commencent à être vraiment conscientisées, qui voient qu'il y a un problème, c'est de les pousser à l'activisme en fait. Finalement, c'est ça notre boulot alternatif. Exactement. C'est notre boulot Alternatiba. Là, dimanche, on a une marche pour une vraie loi climat. Le but pour ceux et celles pour qui ça va être la première marche, on a envie ensuite qu'ils nous rejoignent et qu'ils aillent encore plus loin aussi. Tu peux nous rappeler l'heure, le lieu? Oui, bien sûr. Alors, ce sera donc du coup demain à 14h à Opéra. Super. Il y a pour les Parisiens. Exactement. Et il y a 170 mobilisations partout en France. D'accord. L'appel a été signé par plus de 600 organisations. Okay. Donc, on s'attend à beaucoup de monde et on espère que, puisque la loi va passer à l'Assemblée nationale le lundi, donc le 29. Donc là, on a besoin vraiment de marquer le coup et de se faire entendre en tant que citoyen et pour exiger une vraie loi climat et pas celle qui nous est proposée. D'accord, ok, entendu. Eh bien, rendez-vous demain partout en France, à Paris et dans les 170 villes, un peu partout. On peut se renseigner sur Internet. Oui, sur le site vrailoiclimat.fr. Super. Sarah, je reviens sur ton livre, Changer le monde. Ta signature, c'est Manuel d'activisme pour reprendre le pouvoir. Là, ça n'aurait pas pu être un manuel engagé, tout simplement? Ça n'aurait pas suffi? Je pense que la notion de pouvoir, elle est importante. Et elle est importante parce qu'on est dans une période où on vit quand même des choses difficiles. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, il y a un sentiment d'être complètement dépossédé
de cette capacité à influencer notre environnement. En tout cas, on a l'impression d'être mis de côté. Je pense qu'on l'a beaucoup vu avec le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, mais aussi dans plein d'autres mouvements où il y a des gens qui ont l'impression de se dire mais on ne peut rien faire, on n'a pas de pouvoir. Et en fait, le pouvoir, ça se construit. Il y a des méthodes. Il ne faut pas croire que les gens qui aujourd'hui nous dirigent sont arrivés là par hasard. Et donc moi, mon but, c'est vraiment de dire on a besoin de construire et surtout de diffuser un maximum ces méthodes de reprise de pouvoir d'abord individuel, donc reprendre confiance en son pouvoir individuel, sa capacité à faire des choses pour ensuite pouvoir s'organiser collectivement et avoir un impact concret. Donc pour moi, le but, c'était pas juste de dire on va faire un manuel qui donne des techniques et des pratiques. Et dans le livre, j'essaye vraiment d'inspirer les gens aussi en leur donnant des exemples d'autres personnes comme elles qui ont un jour décidé de se lancer, même si elles n'étaient pas des activistes professionnels. Tu peux nous donner un exemple? Tu penses à qui? Oui, par exemple, je donne très souvent l'exemple de Stéphanie. Donc Stéphanie Jacquet, qui est vraiment pour moi un exemple vraiment exceptionnel. Donc c'est une femme qui vit avec sa fille qui a un trouble de l'attention. Qui s'appelle le TDAH, et il faut savoir que c'est un trouble qui est très mal pris en charge en France. Et donc elle a décidé de lancer une campagne pour avoir une meilleure prise en charge. Et au début, c'était une femme qui était isolée, avec des problématiques, comme vous pouvez l'imaginer, de prendre soin de sa fille, mais aussi d'essayer de défendre ses droits, ce qui n'est pas facile. Et donc, au fur et à mesure, elle a lancé sa pétition sur Change.org, elle a collecté des soutiens, elle a repris confiance en elle, elle a rencontré des personnes qui étaient dans la même situation, et ces personnes se sont organisées collectivement, et aujourd'hui, elles sont un réseau partout en France, et elles vont faire du plaidoyer auprès de leurs députés pour faire avancer le sujet du TDAH. Donc ça, c'est des exemples. Je pense qu'on doit tous garder en tête. On n'a pas besoin d'être experts, on n'a pas besoin d'être des associations, des organisations qui ont pignon sur rue pour pouvoir s'organiser et avoir un impact. Et ça commence par nous. Donc c'est pour moi ça l'idée de reprendre ce pouvoir individuel pour construire du pouvoir collectif ensuite. Super. On va, si vous le voulez bien, parler d'inclusivité. C'est un thème très important pour les impactrices, on y tient beaucoup, avec une question centrale. Est-ce que l'engagement en faveur du climat est réservé à certains ? J'aimerais, avant de vous laisser vous exprimer là-dessus, vous citer Sylvie Tissot. Sylvie Tissot est sociologue et professeure de sciences politiques à Paris 8 et elle est l'auteure du livre « Les bobos n'existent pas ». Vous voyez là où je veux en venir. Sylvie Tissot dit « La dénonciation du bobo est une manière terriblement efficace de stigmatiser les luttes écologistes ». Parler de vagues bobos, c'est une manière de faire passer l'idée que ces questions sont secondaires, qu'elles sont éloignées des considérations du vrai peuple. Anne-Céline, ça t'inspire quelque chose, ça? En d'autres termes, on est toujours en train de stigmatiser les mouvements, quels qu'ils soient, en tout cas en faveur du climat ou même d'autres, en les caricaturant sur les profils les plus actifs. Ça veut dire donc, comme Sylvie Tissot le dit, exclure les autres. Toi, l'inclusivité, tu le prends comment? Ça rassure de mettre les gens dans des cases. Donc, c'est un schéma qui se répète de génération en génération. Moi, il y a peut-être une caractéristique qui me définit, c'est la liberté. J'ai besoin d'être libre. Dans ma tête, physiquement. Donc, voilà, donc effectivement, les catégoriser, qualifier, et du coup, par définition, prioriser, exclure, sont des schémas de pensée qui ne me parlent pas du tout et pour lesquels je suis fondamentalement contre. Et voilà, l'ouverture d'esprit reste la clé de l'intelligence. Et voilà, donc, et de l'intelligence collective. L'intelligence collective, tout à fait. Ouais. Céline, sur l'inclusivité, toi aussi, tu as des positions claires. Hein. Moi, ce que m'évoque cette très belle citation « Les bobos n'existent pas », c'est que en fait, c'est peut-être les bobos qui sont plus visibles quand on parle de bio, etc. Mais n'empêche que ceux qui souffrent le plus, le mouvement des Gilets jaunes a été une illustration monumentale. Dès qu'on touche finalement au peu qu'ils ont, ça a déclenché une crise sociale
je crois qu'on peut dire qu'un virus l'a peut-être mise sous cloche, mais à peine. Donc oui, c'est de qualifier ces mouvements-là de bobos, c'est une façon de dénigrer le truc et de nier la profondeur du mal qu'on est en train de se faire à soi en tant qu'humanité. Donc oui, je trouve ça révoltant. Et après, moi, je vois bien que les cases dans lesquelles on nous met, c'est des cases politiques. Quand on a un président qui parle d'Amish, moi, les quatre bras m'en tombent. Enfin, c'est juste diviser pour mieux régner, mais d'une manière tellement énorme que c'est triste d'en arriver là, alors qu'on a besoin de rassembler aujourd'hui. On a besoin de rassembler en Europe, on a besoin de rassembler sur les sujets climat. Il n'y a pas de gouvernance mondiale sur ces sujets, vraiment des gouvernances. Voilà, donc oui, cette classification, tout ça pour nier qu'il faut agir ensemble, me désespère. Donc moi, mon arme d'activisme, parce que si on se dit qu'activisme, c'est agir, moi, j'estime que je le suis un peu en entreprise. Alors, je n'ai pas que des clients totalement green, j'ai des clients qui sont en transition ou pour la transition, et c'est ça qui est important, c'est de se mettre en mouvement et de réaliser qu'on a des petits pas à faire et qu'on peut se réjouir devant l'immensité de la charge, des petits pas à faire d'un point de vue individuel. Et donc, c'était très, très bien ce que vous avez dit sur le pouvoir qu'on a dans une pétition, finalement, d'être une voix dans une pétition et de se rendre compte que, du coup, on n'est pas tout seul. Ça galvanise quand même quelque part. Et là, on se dit, oui, la tâche est immense, mais ensemble. Donc, oui, alors dans le ensemble, il y a quand même la question du avec qui. Et c'est là la question de l'inclusivité. C'est-à-dire que la question, c'est est-ce que c'est un combat qui mais vraiment intègre les uns et les autres. D'ailleurs, Tessir, comment dans Alternativa, vous intégrez la diversité et l'inclusivité ? Oui, c'est une très bonne question. Moi, le bobo, je ne sais pas ce que c'est en fait. Il n'y a pas de définition. C'est un peu un fantasme juste pour dénigrer tout ce qu'on fait. Effectivement, Alternativa, on est un mouvement qui lutte pour la justice climatique et sociale. Parce qu'en fait, on lutte contre un système qui détruit, un système qui touche toutes les sphères de la société. Et notre combat, c'est pas seulement la lutte contre le dérèglement climatique, c'est un monde soutenable et juste pour tout le monde et qui ne laisse personne de côté. Donc effectivement, notre activité, elle est dans la création aussi d'alliances. De groupes en fait qui sont les premiers à vivre en fait des injustices et qui sont en première ligne aussi face au changement climatique. Donc là, je vais prendre l'exemple tout simple des quartiers populaires qui sont les premiers à souffrir de la pollution de l'air, qui sont les premiers à souffrir de logements insalubres, qui sont les premiers à souffrir d'une mauvaise alimentation. Et ça, en fait, c'est vraiment des actions très concrètes en fait qu'on mène localement. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement avec eux ? Justement, en fait, on est en train de créer, d'ouvrir potentiellement une autre base ailleurs, mais bon, rien n'est officiel encore, mais c'est dans nos cartons. Mais là, par exemple, l'année dernière, on était en alliance avec le collectif Vérité et Justice pour Adama, et c'était vraiment, on a marqué un tournant essentiel dans le mouvement climat, où en fait, là, on s'est rendu compte qu'il était important de créer ces alliances, de se mettre ensemble pour arrêter cette machine qui est en train de tout détruire. Et c'est là où, en fait, l'inclusivité se fait aussi avec les alliances qu'on crée et les combats qu'on mène. Et après, même au sein du mouvement, on fait en sorte justement qu'on soit déjà paritaire dans nos réunions, que nos réunions commencent à l'heure, se terminent à l'heure, juste parce qu'en fait, on travaille qu'avec des bénévoles. Donc, il y en a qui ont des familles, il y en a qui travaillent. Donc, on doit faire en sorte que les décisions soient prises collectivement et que personne ne soit mis de côté dans le débat, en fait. Donc, c'est vraiment par des petites actions concrètes, en fait, parce qu'on a un peu ce devoir d'exemplarité parce qu'on est en train de construire une société de demain, donc on doit d'abord l'appliquer à nous-mêmes, on doit donner à voir cette société au sein même de notre mouvement. Mais c'est intéressant d'aborder l'inclusivité par justement les synergies entre différents, puisque le climat, tu l'as dit, ce n'est pas que le climat, évidemment. Sarah, signer des pétitions en ligne, est-ce que ça favorise de fait l'inclusivité ? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu si c'est vraiment, encore une fois, catégoriser un certain nombre de personnes ou pas ?
D'abord, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, quand on est féministe, quand on est antiraciste ou quand on est activiste climat, on se bat contre des oppressions qui sont systémiques, qui ont la même racine. Donc l'interconnexion de nos luttes, elle est réelle. La même racine, c'est-à-dire ? La même racine, c'est l'oppression, c'est l'utilisation de l'humain, enfin de la nature par l'humain, c'est l'oppression de l'homme sur la femme, c'est l'oppression de certains humains sur d'autres humains. Ça vient de la même idée du manque de respect, du manque d'empathie. Et donc, je pense qu'on ne peut pas ne pas voir le lien qu'il y a entre toutes ces luttes. Cependant, je ne pense pas que ce lien, juste parce qu'il est réel, il se fait de manière naturelle. Oui, naturelle. Et je pense que c'est une démarche vraiment qu'on doit mettre en œuvre, tous et toutes, peu importe d'où on vient. Moi, je me reconnais beaucoup dans les milieux féministes, mais j'apprends beaucoup d'autres milieux, des milieux climat, des milieux antiracistes, etc. Donc, juste pour dire, c'est que c'est vraiment pour moi une démarche qui doit être volontaire, qui doit être réfléchie, qui doit être stratégique. Par rapport aux pétitions, justement, pour moi, c'est ça qui est important, c'est qu'aujourd'hui, en tant que militant plus ou moins expérimenté, on a une responsabilité dans les narratifs que l'on va créer, et notamment lorsqu'on lance des pétitions, à trouver quelle est la valeur commune. Qu'est-ce qui fait que les gens vont se rejoindre ? Si aujourd'hui je suis gilet jaune, qu'est-ce qui fait que je vais avoir envie de signer une pétition sur les questions climatiques ? Qu'est-ce qui fait que je vais avoir envie de rejoindre un mouvement antiraciste ? C'est parce que la personne qui aura lancé cette initiative ou cette pétition réfléchira à cette valeur commune, cette valeur cardinale qu'on va vouloir essayer de défendre ensemble. Donc c'est pas segmenter, mais c'est au contraire essayer de regrouper le plus de personnes ? C'est reconnaître la responsabilité de chaque groupe à mener ses luttes, mais c'est aussi faire un pas vers les autres, faire un pas vers les indécis, parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde et en France, la majorité des personnes ne savent pas quoi penser sur certains sujets. Il ne faut pas croire que nous, activistes engagés, on représente les Français. On est un petit groupe et c'est à nous d'aller vers ces personnes qui sont encore indécis ou peu informées et à trouver justement les vecteurs d'engagement et donc à chercher à faire cette inclusivité justement en étant stratégique dans la manière dont on présente nos luttes et dans la manière dont on les défend. Ouais. Juste que tu nous donnes le profil des gens qui participent aux pétitions sur change.org. Alors aujourd'hui, on a vraiment des gens de toute catégorie sociale. On a peu d'informations sociodémographiques puisqu'on ne les collecte pas quand les gens signent des pétitions, mais dans les études qu'on a menées, ce qu'on a vu, c'est qu'on a d'abord des gens qui se connaissent de tout le spectre politique. La plupart d'entre eux se disent d'ailleurs non partisans, ce qui est assez intéressant. On va avoir des gens qui vont être moitié hommes, moitié femmes, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir plus d'hommes qui lancent des pétitions, mais plus de femmes qui aboutissent sur leurs pétitions. Et ça dit beaucoup de l'efficacité des femmes quand elles se lancent, et peut-être parce que aussi la difficulté à se lancer est plus grande, et donc l'engagement ensuite est peut-être plus important. D'accord, donc elles vont jusqu'au bout, et les hommes sont plus importants en termes de volume de pétitions laissées. C'est intéressant, effectivement. D'ailleurs, quelle merveilleuse transition pour parler de l'engagement au féminin. Quelle valeur ajoutée ? Est-ce que là, on est dans les caricatures en disant qu'il y a un style au féminin ? Avant de vous entendre sur ce sujet, j'aimerais vous parler de l'enquête menée par Tapage. Tapage, c'est un média féminin en ligne qui a mené une étude sur le rapport à l'écologie des jeunes femmes françaises de 15 à 30 ans. Pour 91% d'entre elles, c'est un sujet primordial. Alors elles en parlent, elles échangent, elles s'organisent, elles manifestent, vous l'avez dit, ce sont des engagées. Mais si l'écologie est au cœur de leurs préoccupations, comme elles le disent, seulement 26% d'entre elles ont radicalement changé leur habitude de consommation. Pour 97% de ces jeunes femmes, la préservation de l'environnement passe par de petites actions au quotidien et une évolution de leurs habitudes de consommation. Donc on est là sur un déclaratif, mais une radicalité qui l'est peut-être un tout petit peu moins. Et il y avait évidemment un autre sujet que vous allez sûrement évoquer, c'est le triptyque femmes, pauvreté et climat. Il est démontré, on le rappelle encore une fois, que les dérèglements climatiques ne touchent pas de la même façon les hommes et les femmes, particulièrement au sein des populations pauvres. Les femmes les plus touchées sont en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. Il y a un chiffre, moi, qui me rend dingue, que j'ai vérifié 20 fois avant de l'utiliser. C'est 90% des personnes décédées des suites de catastrophes climatiques sont des femmes.
C'est quand même un truc extraordinaire. 90%, je le répète. Et pourtant, elles ne sont pas assez associées au combat climatique. Et là, je vous cite l'ONU et l'UNESCO qui le reconnaissent officiellement. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais en tout cas, ils le reconnaissent officiellement. Je cite, l'une des clés permettant un développement inclusif et durable, et aussi d'atteindre les objectifs de développement durable, et la compréhension et la prise en compte effective de la dimension du genre dans le changement climatique. Anne-Céline, inclure cette notion du genre dans les combats climatiques, et en d'autres termes, est-ce qu'il n'y a de réussite qu'avec l'engagement des femmes? Alors c'est effectivement un angle de cette thématique qui est absolument passionnant. Peut-être des éléments de réponse, c'est que, on va dire que l'engagement féminin, pour moi, il est avant tout sincère. Il y a une sincérité chez les femmes que j'ai appris dans ma petite vie d'entrepreneur, où j'ai été confrontée à contrario donc à des initiatives masculines un petit peu plus moins basées sur des faits, on va dire des choses comme ça, on a une volonté de faire les choses avec un alignement qui peut-être explique ce léger décalage entre l'importance qu'on accorde à ces sujets et peut-être la mise en action. Oui, de manière radicale. Parce qu'à partir du moment où on a pris une décision, on va aller jusqu'au bout. Et ça rejoint peut-être la deuxième caractéristique de l'engagement féminin que je trouve, dont je suis totalement convaincue, c'est la force et la résilience des femmes. Et on le voit par rapport à l'exemple que tu as donné avec cette jeune mère qui a trouvé des solutions. Moi, je suis extrêmement admirative finalement et je trouve mon inspiration dans des parcours de vie de ces femmes de la société au quotidien qui trouvent des solutions, qui ne lâchent pas, qui remuent des montagnes. Et donc, voilà, cette force, et quand peut-être elle sera mise un peu plus que les statistiques que tu as données au service du climat, on aura peut-être des résultats qui seront légèrement différents. Mais encore une fois, je pense que c'est uniquement parce qu'il y a peut-être un temps de réflexion d'engagement, et à partir du moment où elles y vont à fond, et il n'y a pas de retour en arrière, et il y a de l'efficacité. Tu es d'accord, Céline? Ah oui, évidemment. Et là, c'est terrible, Nacha, parce que tu as mis dans ton introduction tellement de choses graves et vraies. Ces victimes, 90% des femmes et 90% loin de nous. Et je pense quand même que nous, à travers nos systèmes économiques et notre report de nos externalités négatives, pardon pour le terme technique, mais on reporte pas mal sur d'autres pays ce qu'on fait ici. Donc on a quand même une responsabilité. Et voilà, ce que tu as rappelé comme chiffre est effrayant. Et je rejoins Anne-Céline, c'est que dans les faits, les femmes qui s'engagent le font rarement pour la gloire et l'image. Elles le font parce que ça les touche dans leur tripes, parce que c'est elles qui vont amener leurs gamins malades, c'est elles qui vont souffrir le plus de l'oppression à la fois sur le vivant et sur les femmes. Donc oui, la femme qui s'engage, elle y va, et de toute façon, elle n'a plus rien à perdre. Enfin, dans les cas où ce que tu as, c'est des femmes qui migrent, qui abandonnent tout. Là, il n'y a pas de. Je ne sais pas ce qu'on peut rajouter à ça, tellement c'est grave. Après, dans nos sociétés à nous, il y a c'est pas une question de se flageller, c'est une question de se dire qu'est-ce qu'on peut faire dans nos sphères pour changer ce rapport sociétal malsain finalement, et de classifier, qui permet de se dire finalement c'est pas nous, c'est les autres. Donc voilà, donc dans sa profession, c'est intéressant ce que dit l'ONU en intégrant dans la cause, la dimension du genre. Ça veut dire qu'il y a une prise en compte qui peut être un petit peu affinée selon qu'on soit selon qu'on parle de femmes ou d'hommes. Ça, c'est intéressant aussi. Et c'est peut-être aussi une voie, je ne sais pas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est peut-être aussi une voie à explorer, Sarah. Oui, je pense qu'il y a
j'ai toujours un peu du mal sur ces débats parce que j'ai pas envie de tomber dans quelque chose d'essentialiste par rapport à la femme et à la nature de la femme, mais je pense cependant que quand on grandit dans une société qui nous oppresse, on a deux choix. Soit on va oppresser à notre tour, et donc il y a des femmes qui ont des dynamiques oppressives et qui le font aussi dans un mécanisme d'autodéfense, ou alors on peut aussi justement essayer de déconstruire ce système d'oppression. Et donc je pense qu'il y a, en particulier dans les mouvements activistes, beaucoup de femmes qui, ayant déconstruit le patriarcat, l'oppression, etc., vont justement essayer de construire des espaces d'activisme et d'action qui vont être beaucoup plus inclusifs, justement, qui vont être beaucoup plus dans l'écoute des autres. Et donc, je pense que quand l'ONU dit, en gros, il faut construire la solution avec les femmes, c'est aussi cette idée-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut construire un pouvoir qui n'est plus un pouvoir qui accapare, qui n'est plus un pouvoir qui oppresse, et est-ce que c'est ça, peut-être, la solution ? Et puis, tout simplement, je pense que si on avait juste plus de femmes au pouvoir dans le monde sur tous les sujets, on résoudrait quand même beaucoup de choses. Et la dernière fois, on parlait du grand débat sur la question des violences sexuelles. Je pense que la législation autour des violences sexuelles et ce qui s'est passé autour de MeToo Inceste, on aurait voté cette loi il y a bien plus longtemps si dans nos assemblées, il y avait beaucoup plus de femmes. Donc, en ce sens-là, je pense qu'en effet, la présence des femmes en tant qu'individus oppressés depuis des générations pourrait permettre de changer la donne aussi sur les questions climatiques. Et ton intervention me fait penser à la Pologne, donc pensez aussi pour la Pologne. En ce moment, les femmes sont dans la rue pour un droit fondamental. Tessia, tu veux réagir sur les femmes ? Oui, il serait peut-être temps qu'on reprenne le pouvoir, quoi. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on l'a déjà eu ? Est-ce qu'on l'a déjà eu ? Oui, c'est vrai. C'est une bonne question. C'est vrai. Non, peut-être pour revenir sur c'est quoi la valeur ajoutée en tant que femme, surtout dans des mouvements comme le nôtre. Oui. C'est vrai qu'il y a quand même une certaine valeur ajoutée. Déjà, on est une majorité de femmes à Alternatiba. C'est pour ça aussi peut-être qu'on arrive à créer un espace aussi bienveillant et aussi solidaire. Et c'est vrai que du coup, c'est souvent, moi quand j'ai rejoint honnêtement le mouvement, j'étais pas du tout déconstruite de toutes ces années d'éducation patriarcale qui en fait je me rendais même plus compte que je subissais une réelle oppression. Et c'est en rencontrant ces femmes au sein d'Alternatiba et en discutant, en ayant des cercles de parole absolument incroyables, en étant protégée aussi, parce qu'en fait on est vraiment, à partir du moment où il y en a une qui subit une discrimination ou quelque chose, il y a un lever de bouclier absolument dingue et tout le monde est solidaire l'une envers l'autre. Donc oui, et c'est grâce à ça aussi que moi j'ai réussi à aussi m'engager beaucoup plus dans le féminisme, d'aussi encore une fois m'engager, donc influencer autour de moi, ma famille, mes proches, encore une fois, sur ces questions-là. Donc oui, il y a une valeur ajoutée au sein de notre mouvement en tant que femme, et aussi il y a beaucoup de clichés qui sont totalement inversés. Le pôle logistique, donc qui s'occupe de tout le matériel, etc., c'est tenu par des femmes. Enfin voilà, il y a toutes ces petites choses-là en fait qu'on n'imagine pas au sein d'une société qui n'est pas déconstruite, qui là s'inverse, et en fait ça crée aussi un peu une sorte d'identification, un modèle. On se dit, c'est possible. Exactement, c'est ça. C'est comme voir une femme députée, c'est comme voir plus de femmes à la télé. En fait, on se dit c'est possible. Pareil, on fait aussi beaucoup de désobéissance civile à Alternatiba, donc via ANV COP21. Et c'est vrai que c'est les femmes qui sont à fond, elles n'ont pas peur et elles se lancent et elles sont en première ligne sur les actions. Et moi, la première fois que j'ai vu ça, j'étais absolument admirative et ça m'a sorti un peu de ma petite zone de confort et j'ai dépassé mes limites. Et je pense que du coup, effectivement, quand on est une femme dans un mouvement, c'est un plus absolument énorme. Alors, pas d'angélisme, il y a évidemment, comme les hommes, etc., il y a aussi des femmes insupportables, etc. Bon, donc ça, c'est une évidence. Là, on parle vraiment d'un mouvement, qu'on soit bien clair, et il n'est pas question qu'on mette en opposition les deux. Et je te rejoins aussi là-dessus, Sarah. Il y a de tout dans le monde, mais il y a aussi une valeur ajoutée au collectif, on va dire ça, au collectif féminin à travers son histoire. On va aborder évidemment la question centrale, c'est que valent nos enjeux
face à l'énormité, pas nos enjeux, pardon, que valent nos engagements face à l'énormité des enjeux. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, tu donnais donc l'empreinte carbone. Moi, je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, chaque personne en France a une empreinte carbone moyenne de 10,8 tonnes de CO2. Alors avec effectivement ce qu'on peut exporter, on peut élever le nombre de tonnes. Et que l'accord de Paris, dont vous avez tous entendu parler, le fixe à 2 tonnes d'ici 2050. Ça veut dire qu'en moins de 30 ans, on passe de 10,8 à 2 tonnes. Et il y a une étude, parallèlement, qui, moi, m'a interpellée, l'étude de Carbone 4, qui est un cabinet qui évalue l'impact de nos actions individuelles. C'est intéressant, parmi les plus efficaces pour réduire notre empreinte carbone. La première, c'est le passage d'un régime carné à un régime végétarien. En lui seul, il représente 10% de la baisse de l'empreinte. Viennent ensuite les questions liées à la mobilité, à la consommation des biens et des services et au logement. Mais on est transparent dans ce débat. Le problème est que si on active tout ce que je viens de dire, végétarisme, etc., eh bien, tous ces leviers, si on les active en même temps et sans concession, un Français ne peut réduire son empreinte annuelle que de 25%. Donc c'est une baisse qu'on ne peut pas aller plus loin que ça parce qu'on a un système autour de nous aussi qui nous restreint. Donc en résumé, une baisse plus significative de notre empreinte carbone dépendrait à un quart des efforts des individuels et 3/4 des efforts collectifs portés évidemment par l'État et par les entreprises évidemment et les autres acteurs économiques. Céline, j'imagine que tu as réfléchi, toi, aux effets de tes engagements, autant personnels que professionnels. T'es découragée parfois en te disant on ne peut pas tout faire. Oui, si mon Twitter dit à quel point je suis très découragée souvent, mais dans les faits, ça c'est un exutoire. Non, en fait, j'ai des enfants et ça m'oblige à être optimiste. Je me dis que là où je peux être le plus efficace, c'est dans mon travail. Donc au-delà de la réduction de ces 25%, je pense que, et tu l'as évoqué tout à l'heure, les consommatrices aimeraient agir, trouver des solutions peut-être plus facilement dans leur vie de tous les jours, dans leur consommation, dans leur alimentation, dans les produits qu'elles achètent, dans les services qu'elles utilisent. Et effectivement, quand on dit « Ah là là, mais le français est schizophrène, ce qu'on dit dans les sondages, c'est pas ce qu'on voit en magasin, etc. » Il faut quand même se dire que souvent, je dis pas tout le temps, mais les produits et services plus vertueux sont encore souvent plus chers. C'est dommage. Ça veut dire aussi que le système fiscal n'encourage nullement les produits et les services à être vertueux. Donc là, on a un petit problème de gouvernance au niveau de l'État et du législateur. Donc, pour une vraie loi climat, je suis complètement d'accord. On va tous y aller demain. Et donc, moi, je pense, au-delà de nos petites actions individuelles qu'il ne faut pas lâcher parce qu'on a un devoir d'exemplarité quand on se met à parler, penser ce sujet. On a un devoir de cohérence. Mais l'entreprise, elle, peut-être, contrairement à l'État, elle a un intérêt de survie à être préférée par ses consommateurs, parce qu'il y a quand même une grande perte de confiance entre le consommateur et l'entreprise. Donc l'entreprise peut-être, en fonction de sa gouvernance, on voit bien que les grosses boîtes sont extrêmement difficiles à faire bouger. On a un magnifique cas d'entreprise à mission énorme en ce moment qui est dans l'actualité. Danone, Danone, voilà. Donc, quand on est une grosse entreprise, qu'on a le paquebot à faire bouger, on voit les problèmes de paquebot en ce moment, la gouvernance, la relation au profit. Donc ça, c'est des éléments qui sont extrêmement difficiles. Mais il y a je pense qu'on parle tout le temps du CAC 40 et du SBF 120, mais il y a une multitude d'entreprises en France et dans le monde qui ont peut-être des intérêts à bouger un petit peu plus vite, à se mettre en route. Des entreprises familiales, on en parlait tout à l'heure avec Anne-Céline, qui elles, ont intérêt à durer
et investir dans leur changement. Et même pour les grosses ont des stratèges, les grosses ont des moyens financiers de faire des POC, c'est-à-dire des essais, de changer la roue en roulant, d'investir dans le monde, dans l'économie de demain avec les profits de l'économie d'aujourd'hui. Donc moi, je ne désespère pas là-dessus. En revanche, je m'inquiète quand on n'arrête pas de dire plus qu'une génération, 2050, etc. Parce que j'ai l'impression que dans la tête des gens et dans la tête de nos élus, c'est toujours pour ceux d'après, c'est toujours pour l'élu d'après, c'est toujours pour 2049, 23 heures. C'est ça. Donc ça, c'est un problème parce que c'est maintenant, vraiment. Donc nos efforts individuels, c'est maintenant. Et les entreprises, leurs investissements pour prendre le virage, c'est maintenant aussi. Ce que ça ressemble à un slogan, mais je suis désolée. Non, mais très bien. D'ailleurs, le slogan, c'est l'entreprise contributive. Hein, c'est bien ça. Ça, c'est un concept, l'entreprise contributive, mais c'est l'entreprise qui a compris que le delta de la RSE, donc la responsabilité sociale de l'entreprise, le delta a amélioré, donc être un petit peu moins mauvais, se rapprocher du zéro, c'est plus assez. Il faut qu'elle soit activiste elle-même. Et réalise qu'on peut avoir des impacts positifs et de viser directement ces impacts positifs sur le social et sur l'environnemental. Donc c'est un concept d'entreprise, mais en faisant ce bouquin, ça nous a pris des années. On a commencé par un blog parce qu'on voulait voir ce qui se passait autour avant et qui est toujours en ligne, ce blog. Hein, je vous invite à regarder. Ça ne va pas s'arrêter. En fait, c'est une somme d'observations. Et on a fini par se dire, il y a des gens qui y arrivent, il y a des entrepreneurs qui ont des initiatives mais incroyables et qui fonctionnent et ils gagnent. Donne-nous un exemple. Des exemples. Eh ben, allons-y. Par exemple, tu nous parleras de ça. Il y a une petite entreprise je vais vous donner une petite et une grosse, parce qu'il y a quand même des grosses qui ont pigé des choses. Donc une petite que j'aime bien, c'est Loom, Julia Faure, qui fait des vêtements pour hommes. Peut-être pas par hasard qu'elle fait des vêtements pour hommes, c'est parce que l'homme peut-être change moins de style que la femme, mais n'empêche qu'elle dit il faut un vêtement qui dure. Et quand on a un vêtement qui dure, on l'aime bien, on n'a pas envie de le changer tous les 2 jours. Et elle dit un truc encore plus énorme, elle dit moi j'ai pas besoin de grossir, ma boîte fonctionne, je ne veux pas grossir. Il y a Fairphone qui est comme ça aussi. Fairphone vous dit je vais construire un téléphone réparable, mieux sourcé, que vous allez garder plus longtemps. Bas Van Abel, il ne veut pas faire ça pour vendre plus de Fairphone. Il veut faire ça pour que des Apple et des Samsung se disent tiens, moi aussi je peux sourcer autrement et moi aussi je peux faire un téléphone plus durable et réparable. Et c'est plus dans l'exemplarité. Donc ils font une démonstration, évidemment. Elle fonctionne, ils sont à leur petite échelle, mais ça veut dire si moi je le fais petit, avec mes petits moyens, bien sûr. Toi aussi énorme, tu peux le faire. Et donc ça pour moi c'est des inspirations. Ça rejoint ce que tu disais Sarah sur... de trouver ailleurs quelque chose qui vous fasse envie. Et une entreprise... comme un individu, il a besoin de voir qu'ailleurs, il y a des choses qui sont faites et qui marchent. Donc ça, c'est les petits qui chahutent quand même bien le Alors, les petits qui représentent 97% du tissu économique français. Ce sont des TPE. Je suis désolée, moi je suis en RP, je lis beaucoup les journaux. Vous lisez Le Figaro, Les Échos, vous avez l'impression que le monde est fait de CAC 40. Non, pas du tout. C'est ceux qui prennent la part de voix, mais ce n'est pas ceux qui font l'emploi et le tissu vital. Alors, c'est tous leurs fournisseurs, etc. Et dans les gros, il y en a aussi qui ont compris que plus de durabilité, ça voulait dire aussi plus de confiance envers ses clients. Il y a Seb, moi je trouve quand même que c'est incroyable, ça fait 10 ans qu'ils font de la réparabilité et là ils l'ont étendu à tous leurs produits. Seb, c'est une boîte internationale. On peut se dire que si eux y arrivent à faire de la qualité, ils vont avoir finalement une préférence de clients. Des gens qui vont les recommander, qui vont se dire finalement quand j'achète ça, on se moque un petit peu moins de moi. Ça compte aujourd'hui, cette réputation, je pense. Anne-Céline, en quelques mots, donc en exemple. En exemple, non, mais je rebondis par rapport à ce que tu disais sur l'effet direct, en fait, dans la réduction de son bilan individuellement. Mais en fait, il y a toutes des conséquences indirectes dans le choix des consommatrices par rapport, justement, à ces entreprises. C'est que, effectivement... voter, liker sur les réseaux sociaux pour telle ou telle entreprise, on a l'impression que c'est à toute petite échelle, ça reste un like sur un post. Mais en fait, parce qu'on ne se rend pas compte qu'en fait, c'est la naissance d'une vague. Et nous, on le constate effectivement à Exei, qui est une plateforme qui permet en fait à toutes les entreprises de très facilement mettre en place une démarche d'impact et de communiquer sur les vraies actions.
L'idée, c'est justement d'adresser les 97% des TPE, PME françaises et de leur dire, écoutez, que votre business soit finalement de l'impact ou pas, vous pouvez vous y mettre et surtout, vous pouvez embarquer tous vos clients, tout votre écosystème dans la direction de votre démarche d'impact pour grandir. Voilà. Donc, on constate bien, en fait, que ces petites actions collectées par les consommatrices créent des vagues et des tendances qui évoluent. On le voit dans le tourisme en ce moment, avec, si je peux citer par exemple Explora Project et Chiloé, qui sont des sites, qui sont des agences de voyage digital sur la micro-aventure complètement locale et complètement développement durable. Ok, super. J'ai expérimenté il y a quelques semaines. Génial. Donc on part et l'idée c'est qu'on n'ait aucun impact sur la nature pendant les 4 jours de notre Tu trip. peux nous redire le nom? Chiloé et Explora Project. Super, ok. Et donc, on prend conscience déjà de son impact, puisque, en l'occurrence, j'étais dans le Vercors et que quand on doit faire fondre de la neige pour se rendre compte qu'on consomme 3 litres d'eau par jour pour boire et cuisiner, je vous assure qu'on réalise vraiment ce que ça représente, 3 litres d'eau, quand il faut faire fondre la neige. Puisque, encore une fois, on vit avec ce que la nature nous donne. Donc, voilà, ce genre d'initiative, en fait, ça fait un boom pas possible, et ça crée des tendances dans le tourisme. Donc, une des solutions, c'est ça. au lieu de finalement essayer d'aller parcourir le monde pour une poignée d'euros, on va essayer de repenser, en fait, le voyage à travers une expérience différente et, du coup, une sensibilisation à l'écologie et à l'environnement indirectement. Donc, si c'est accessible à tous, encore une fois. Je ne connais pas les prix. Je suis d'accord, mais ça reste... en tout cas, il s'adresse à tous les formats et toutes les tarifications. Donc, on peut, en tant que consommatrice, en tous les cas, avoir aussi un effet indirect et créer ces espèces de vagues qui vont toucher progressivement l'ensemble des secteurs professionnels pour effectivement que demain, ce soit les boîtes les plus vertueuses qui gagnent des parts de marché. Et puis c'est le récit. Si des gens comme toi disent moi je me suis plus éclaté 4 jours dans le Vercors que si j'avais pris un avion à 40 balles pour aller à l'autre bout de l'Europe, il y a un côté faire envie, encore une fois, raconter autre chose. J'espère que le sujet de la publicité sera adressé par nos parlementaires aussi, parce que de faire envie toujours avec des produits certes pas chers et accessibles, mais sacrément impactants pour l'environnement, et puis je ne suis pas sûre que ça fasse tant de bien que ça aux populations qui subissent un certain tourisme. Donc voilà, c'est de changer le paradigme de l'envie. On a envie de du récit, c'est le paradigme du récit. Sarah, grâce à Change, les actions en faveur du climat, est-ce qu'elles portent leurs fruits? Est-ce que tu peux nous dire à peu près d'abord quelle place occupe la thématique de l'environnement parmi toutes les pétitions et si ça aboutit? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la spécificité de Change.org, c'est qu'on a principalement des pétitions qui sont lancées par des individus plutôt que par des grandes organisations. Proportionnellement, je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est 90% d'individus, 10% d'organisations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la question purement climatique, elle est d'abord portée par des organisations, par des associations, parce qu'elle reste encore peu appropriée par des individus. Et même si on comprend de plus en plus le lien entre pesticides et santé, pesticides et environnement, ou alors l'impact de la viande, par exemple, on a beaucoup parlé des menus végétariens, et la question climatique, il y a encore un travail à faire. Donc aujourd'hui, sur les questions environnement, principalement, ce qu'on va voir, c'est justement ces questions qui ont un lien entre santé et environnement. Donc comment des politiques publiques qui ne sont pas respectueuses de l'environnement vont avoir un impact sur ma santé, celle de ma famille. Donc on parle des pesticides, on parle de l'implantation de certains projets industriels qui ont un impact négatif. Voilà, c'est ce genre de pétition qu'on va voir. C'est la proximité. C'est beaucoup sur la proximité. Par contre, ça, je parle des pétitions qui sont lancées par les individus. Par contre, aujourd'hui, quand Alternativa ou d'autres groupements activistes lancent des grandes pétitions sur le climat, on l'a vu avec l'affaire du siècle, plus de 2 millions de signatures, là, il y a vraiment une dynamique très, très forte. Donc, il y a une adhésion vraiment à cette question climatique, mais elle n'est pas encore, je dirais, appropriée par les individus pour lancer des pétitions, même au niveau local ou sur les sujets qui les concernent. Donc ça, il y a une nuance entre prise de conscience et appropriation. Exactement. Et sur cette question du
du climat spécifiquement. Cela dit, je pense que ça va évoluer. Je pense qu'on en est quand même au début. Il y a une prise de conscience vraiment massive aujourd'hui de la question climatique, mais l'appropriation, elle va peut-être venir, à mon avis, dans un second temps. Et donc, ça sera très intéressant, justement, le travail que des associations peuvent faire pour vraiment continuer à pousser l'idée que comment chacun individuellement on peut agir sur le climat. Et moi, j'ai travaillé à la Fondation Nicolas Hulot en 2007. Et à l'époque, on travaillait beaucoup sur justement la consommation d'eau, fermer le robinet, etc. Maintenant, ça semble un peu logique à tout le monde, et aussi parce qu'on a fait le lien avec la question économique. Et on peut imaginer que dans quelques années, aussi la question climatique, on fera tout de suite le lien entre l'impact de mes actions, l'impact des actions des entreprises qui sont à côté de chez moi, ou des administrations, ou des politiques qui nous gouvernent, et le climat. Tessir, tu restes optimiste, toi ? Oui, je voulais quand même ajouter que là, nous, ce qu'on revendique, c'est que évidemment chacun doit agir à son échelle, et nous, ce qu'on demande, évidemment, c'est que le gouvernement et les entreprises agissent à leur échelle. C'est ça, nous, qu'on revendique plus que l'action individuelle. On a sorti un rapport cette semaine, l'ONG Reclaim Finance a sorti un rapport qui montrait que les banques françaises ont soutenu à hauteur de 295 milliards de dollars les énergies fossiles entre l'accord de Paris et 2020, ce qui est énorme. Elles ont en moyenne augmenté de 19% leur soutien pendant cette période-là, c'est énorme. Et du coup, là, on a un véritable exemple de cette différence entre l'engagement, parce que les banques se disent engagées pour le climat. Il y a tout un discours de greenwashing qui est absolument dingue. Et à côté de ça, en fait, dans l'ombre, on signe des chèques à Total et à Shell et à BP. Donc voilà, il y a aussi pour nous ce côté-là est primordial en fait, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et en plus, ils courent eux-mêmes à leur perte en fait. C'est ça qui est quand même aberrant, c'est que Total, l'entreprise elle-même part à sa perte. Donc c'est quand même assez fou. À moyen ou long terme, mais voilà. Le pilotage, je veux dire, le pétrole est déjà mort. Il y a plus rien. Le charbon, c'est pareil. C'est même plus quelque chose qui est profitable pour eux. Mais ils continuent quand même. Donc ça, c'est dingue. Donc il y a cet aspect-là, et puis il y a l'aspect un peu effectivement, moi je suis un peu pessimiste sur le dénouement de toute cette histoire sur le climat, parce que c'est un peu ma génération qui va être bien touchée, et on va un peu payer les frais. Donc je reste assez pessimiste. Par contre, je suis pleine d'espoir et d'optimisme sur la prise de conscience collective en fait qui est en train de se passer, et qui s'est passée très rapidement. Je l'ai vu au début quand je me suis engagée, même avant. Terre d'Ibar, on est né en 2013. 2015, ça a commencé encore à grandir. 2018, ça a explosé en fait en France, le mouvement climat. Donc c'est assez dingue ce qui se passe. Ça bouge énormément et très rapidement. Et en plus, j'ai un peu d'espoir aussi sur la manière dont en fait on pense déjà à notre société d'après, une fois que tout va un peu s'effondrer. La société de demain, en fait, on la connaît déjà, et on la construit déjà ensemble. Donc ça me... On la connaît déjà. On la connaît, on sait ce qu'on veut en fait. On le sait, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas en tout cas. Et du coup, je pense que tout cet aspect de solidarité et de vivre ensemble, en fait, on l'a déjà, on est en train de le construire, et on espère que ce sera le dénouement final. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, c'est presque un effet collatéral, c'est-à-dire que quel que soit le résultat et les atteintes des objectifs, il y a un faire ensemble, en tout cas, qui se construit. Et c'est d'ailleurs toute la raison d'être des impactrices, c'est ce faire ensemble qui fait avancer les choses. On va terminer justement par un peu de perspective et de projectif. Comment aller plus loin encore, comment déplacer le plafond de verre, V-E-R-T aussi. Sarah, comment à Change vous pouvez aller encore plus loin pour impliquer, pour l'aider les uns et les autres à s'engager. Je rappelle, ton ouvrage « Changer le monde », c'est un manuel très pratique pour passer à l'action. Tu l'as voulu très pragmatique, pas de discours philosophique. Donc comment on peut aller encore plus loin avec Change ? Alors, des fois, j'ai un peu du mal à faire la différence entre Change et moi, mais je pense que c'est peut-être parce que je me trouve aussi en lien avec la volonté. Je pense que l'idée, c'est
c'est de se dire, aujourd'hui, on a parlé d'inclusivité tout à l'heure, etc. Donc, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut aider plus de personnes. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui prennent la parole, et c'est super. Et comment est-ce qu'on fait pour que ces gens qui prennent la parole aboutissent dans leur combat ? Et donc la question de l'efficacité, et les impactrices, ça dit ça aussi, c'est quel est l'impact concret que les gens peuvent avoir. Donc l'engagement que nous, les choses sur lesquelles on va travailler chez Change.org dans les 2 prochaines années en particulier, c'est comment est-ce qu'on aide plus de campagnes à aboutir. Et donc en fait, c'est vraiment comment est-ce qu'on développe des outils technologiques, notamment sur la plateforme, qui permettent aux gens d'agir plus efficacement, de mieux se connecter, d'avoir des actions qui fonctionnent. Et puis à côté de ça, moi, mon engagement qui est du coup dans la lignée du livre, c'est comment est-ce qu'on diffuse ces pratiques de mobilisation, ces méthodologies, et comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on agisse toutes et tous avec les mêmes armes. Et je parlais tout à l'heure du pouvoir collectif qu'on peut construire. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des mouvements qui vont à l'encontre de l'idée d'une société saine, sereine, dans laquelle on vit tous paisiblement. C'est-à-dire on a des forces en présence. On le voit quand les femmes prennent la parole sur les violences sexuelles, on voit bien que on ne peut plus rien dire. Quand les personnes marchent dans la rue pour demander en fait juste de pouvoir vivre sur une planète, on va pouvoir encore respirer, on leur dit qu'ils sont des amiches. Quand on décide de défendre la liberté de choix sur les questions, par exemple d'avortement, on dit qu'il y a un retour en arrière, que les gens sont des survivants de... Vous voyez, donc en fait, il faut être conscient qu'il y a des forces en présence qui sont très organisées, qui savent utiliser ces techniques de mobilisation, et que donc on a besoin d'équiper les personnes, encore une fois, qui sont le plus éloignées du pouvoir, les femmes, les personnes racisées, les personnes handicapées, les personnes qui sont dans les luttes LGBT, pour pouvoir leur permettre d'avoir un niveau d'impact aussi important. Et pour moi, c'est ça aussi la question de la démocratie, c'est comment le pouvoir, et le pouvoir notamment politique et d'influence, il n'est pas détenu entre les mains de quelques-uns, mais bien entre les mains de ceux qui ont le plus besoin d'être entendus. En leur donnant les moyens, évidemment, en leur donnant ces moyens. d'agir localement, hein, c'est bien ça. Exactement. Hein, c'est et d'agir près de chez soi, de commencer là où on peut, sans jugement, mais en étant néanmoins très ambitieux. Oui. Donc, ce que tu disais, Tessir, hein, le partage de combats en synergie, hein, ça c'est extrêmement important. Pour toi, aller plus loin, c'est quoi ? C'est aller marcher demain. Ça allait marcher demain, mais Opéra, déjà. Ça c'est certain. Petit pas. Partout en France, hein, je le rappelle. Premier pas. Ouais. Effectivement, je pense qu'il y a aussi l'aspect d'occuper un maximum l'espace, que ça soit dans les quartiers, de vraiment reprendre le contrôle de nos vies et de nos rues. Alors, concrètement, ça veut dire quoi ? Moi, occuper l'espace, ça veut dire quoi ? Je suis seule chez moi, qu'est-ce que je fais demain pour occuper l'espace ? Quand je dis ça, c'est... À part la manif, hein, bien sûr. Et venir aux impactrices, bien sûr. Évidemment. Quand je dis ça, en fait, je pars surtout des quartiers populaires où, en fait, on les empêche de sortir, on les empêche de vivre concrètement dans ces quartiers-là. En fait, on sort, il n'y a pas de parc, c'est du béton. Si on sort, on se fait contrôler, on se fait agresser par la police. C'est difficile, en fait. On ne peut pas respirer, en fait, dans ces quartiers-là. Donc, c'est difficile. Et c'est pour ça, je parle de ça, en fait, quand je dis reprendre notre espace, l'espace public. C'est aussi ça, c'est de s'approprier notre territoire. Ensuite, je pense qu'il y a aussi l'aspect d'occuper un maximum l'espace médiatique et l'espace politique. Et un peu tout ce que vous avez dit depuis le début, c'est de construire un nouveau récit, un nouveau monde, et de vraiment essayer de un peu changer cette fenêtre d'Overton dont on parle souvent pour les discours d'extrême droite, et d'essayer en fait d'être toujours là et de porter notre discours toujours plus haut et hyper fort pour que finalement en fait on décale un peu cette fenêtre qui là est beaucoup trop à droite et beaucoup trop à l'extrême droite, et qu'enfin on arrive à trouver un équilibre où les voix en fait des combats qu'on mène ne soient plus en fait catégorisées d'amiches, marginalisées, de bobos, ou même de sauvages pour les mouvements antiracistes. Vraiment, en fait, il y a cette machine, comme tu disais, de cette volonté, en fait, de bâillonner les gens dans leur discours. Et c'est ça, en fait, pour moi, le combat principal, il est aussi là. Et c'est pour ça que je fais aussi de la communication. Et parce que je pense que la construction de nouveaux récits et l'imaginaire est absolument essentielle. D'accord, c'est une manière d'aller plus loin. Anne-Céline, comment faire sortir les entreprises de leur zone de confort pour aller justement encore plus loin, parce qu'elles aussi, elles ont une responsabilité, on l'a dit. Effectivement, tu l'as compris, moi mon cheval de bataille c'est vraiment les entreprises. Donc aujourd'hui on a 2500 entreprises sur la plateforme Zeil.
L'idée, bien sûr, c'est d'augmenter le nombre d'inscrits, un petit peu plus tous les mois. Et d'ailleurs, je m'adresse aussi à la communauté des impactrices, c'est-à-dire que cette initiative, elle vient pas que des dirigeants, elle vient des salariés aussi. Ce qui est fabuleux aujourd'hui, c'est que n'importe quel salarié peut ouvrir cette fameuse porte en disant mais attendez, moi je trouve que ma boîte se mobilise pas assez, je suis ambassadeur, j'ai envie de mettre en place des choses. Et ben voilà, inscrivez-vous sur Zeil, on crée un compte, c'est le début de votre démarche, un petit point, et puis après vous pouvez aller justement en parler, trouver peut-être autour de vous des collègues qui ont envie de porter cette démarche, et puis après peut-être aller la présenter à votre manager, et puis créer une émulation et dire mais attendez, en fait c'est vous qui faites vivre cette entreprise et dans la durée. Donc pour moi en fait faire progresser les entreprises, faut ouvrir toutes les portes, et donc on est là pour faire ça. Donc vous aidez concrètement des individuels à changer à l'intérieur dans leur entreprise, l'intérieur, effectivement, quelle que soit leur fonction. L'outil sert à mobiliser et à fédérer les collaborateurs autour du projet de l'entreprise, peu importe comment il a été mis en place. Deuxième chose, c'est être le catalogue de solutions innovantes, le plus intelligent, en tout cas, parce qu'on est la vitrine de toutes ces super solutions qui sont créées tous les jours. On a quand même la chance d'être dans un pays où il y a une créativité qui est absolument enviée du monde entier. Donc, il faut que les entreprises soient en capacité de trouver ces solutions, trouver des prestataires pour progresser sur telle et telle action et engagement. Et puis, troisièmement, c'est justement aller frapper aux portes des grands institutionnels, des assurances, des banques, en disant écoutez, maintenant, vous êtes l'écosystème des entreprises, c'est-à-dire qu'une boîte qui n'a pas d'assureur, qui n'a pas de compte en banque, ne peut pas vivre. Donc, c'est à vous de valoriser en fait cette progression et d'en faire un avantage financier. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment accélérer cette transition, il faut que l'entreprise n'ait plus le choix, en fait, à tous les niveaux. Et donc, et là, on commencera à parler d'un cercle vertueux, on va dire durable et solide, où toutes les parties prenantes ont leur rôle à jouer. D'accord, donc c'est vraiment le mouvement d'ensemble, on l'a dit, c'est ta vague aussi dont tu parlais, et qui se finit par un cercle vertueux. C'est exactement, ce que tu dis. Mais chacun, théorie des petits pas, dans son périmètre, mais c'est la conjonction de l'ensemble des périmètres qui contribue à l'accélération. Céline, ta vision d'aller plus loin encore, et ensuite, en t'écoutant, ceux qui veulent poser des questions, vous êtes là, à disposition. Je crois que je peux les lire sur cette petite tablette. En attendant, Céline. Moi, je vais juste rebondir sur ce que vous avez toutes dit, c'est que la clé, elle est quand même dans le faire ensemble. Sur ce que tu disais, Sarah, sur les vents contraires. C'est monumental en entreprise, les vents contraires. On les a en interne. Il y a toujours quelqu'un qui ne va pas être d'accord, qui va dire on a toujours fait comme ça, c'est pas possible, ça coûte trop cher, etc. Ça, c'est vent contraire interne. Donc, il faut apprendre à ne plus les entendre et à tenter son chemin, enfin un autre chemin. Et il y a les vents contraires externes, les think tanks, les organisations, c'est hallucinant comme ils sont bien organisés avec force, sophisme et fabrique de mensonges pour mettre à plat toute initiative qui irait dans un autre sens que celui du court-termisme. Donc à un moment donné, c'est aussi parce que de ma petite expérience, au bout d'un moment, je me dis bon là, on arrête d'écouter ça parce que ça coupe les pattes tout le temps. On avance sur son chemin, on se fait des alliés, on va se chercher des alliés. Effectivement, dans l'entreprise, il y a toujours des gens qui eux aussi pensent un petit peu différemment. Et quand on se trouve à 2, 3, 4, 12, on peut aller voir ses patrons parce que souvent on dit ça doit venir du haut, mais je pense que les collaborateurs, ils sont parfois très très volontaires et s'ils sont plusieurs, ils peuvent se faire entendre et faire bouger les lignes de l'intérieur. Donc, ce n'est pas naïf de le penser. Il y a plein de vérifications. Enfin, ça se valide. Et ensuite, en entreprise, il y a aussi des paradigmes qui doivent changer. La pyramide de pouvoir. Maintenant, l'entreprise peut être plus horizontale avec les outils qu'on a et donner la parole à ceux qui font, pas que ceux qui... Voilà. C'est eux qui vont changer les façons de faire et compter la valeur différemment. Si on compte que en PIB pour un pays ou que en chiffre d'affaires pour une entreprise, l'indicateur de succès
est faux. Si aujourd'hui le CO2, les émissions de CO2 étaient comptées dans le CAC 40, il serait complètement différent. Ouais. Le CAC 40, déjà, il n'y aurait plus de banques, on est d'accord. Et qu'est-ce que c'est que cette pyramide de succès basée sur le fait qu'on ne paye pas les externalités négatives qu'on crée soi-même? C'est un modèle de succès complètement faux qu'il faut renverser. Donc voilà, donc l'entreprise contributive, il y a un peu de ça. Bonjour Souba. Souba qui a voulu discrètement prendre la tablette que je ne sais pas faire fonctionner, vous savez absolument tout, et qui va m'aider à lire vos questions. Moi j'avais envie de vous poser la première question, c'est pour aller plus loin, selon vous, vous avez vous personnellement des envies d'aller en politique? Non. Très bien. Tessir, je sens mais un clignotement là des yeux comme ça. Merci beaucoup, je me sens encore un peu trop jeune pour me poser cette question. Je pense que j'ai envie de continuer à manifester, à organiser des mobilisations, bloquer des choses et peut-être la question se posera peut-être un jour, mais c'est pas catégorique, quoi. Ok, pas besoin d'aller pour l'instant là. Mais je pense que c'est nécessaire, par contre, qu'il faut plus de gens comme nous à l'Assemblée nationale. Mais alors on fait comment parce que si chacune dit non, mais pour l'instant je suis là, je reste là. Il faut se lancer et en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où on a enfin ces rôles, ces modèles-là, et qu'on arrive du coup enfin à se projeter sur les sièges de l'Assemblée, là, il y aura quand même, je pense, une révolution absolument dingue et où tout le monde va peut-être un jour se lancer. Moi, j'aimerais bien aider des femmes qui se lancent à réussir. Et c'est vrai que ça a toujours été en fait, peut-être politique, mais plus aider des femmes à accéder, parce que je pense que mon savoir-faire de mobilisation, j'aimerais bien le mettre au service d'une assemblée qui représente plus pas seulement les personnes qui constituent notre pays, mais aussi les intérêts des citoyennes et des citoyens avant tout. Ouais. Donc moi, je me vois bien, oui, dans cette perspective-là sur le long terme. Ah bah super. Donc okay, je vote pour toi. Super. On se retrouve. Alors, il y a une question qui demande à clarifier entre justice climatique et justice sociale. Concrètement, ça veut dire quoi? Soyons concrets. L'exemple assez parlant, c'est l'exemple des Gilets jaunes et de la taxe carbone. En fait, ça, c'était évidemment une mesure climat qui n'était pas du tout incluante et qui, au contraire, en fait, précarisait encore plus davantage les personnes précaires. Donc, on voit ce que ça a donné. Et c'est ça, en fait, quand on ne respecte pas le lien entre justice climatique et justice sociale, on exclut les gens, on précarise énormément les personnes et en fait, on tombe dans un modèle de société qui ne va pas du tout, quoi. Oui, qu'on peut retrouver d'ailleurs pour ces femmes pauvres dans les pays dont on a parlé et dont, effectivement, les deux sont très, très imbriqués. Un autre exemple de justice sociale, climatique? Par exemple, c'est très lié aux législateurs, à nouveau. Aujourd'hui, une entreprise a parfaitement le droit de polluer, d'extraire, etc. Et elle, avec ce droit-là, elle empiète sur le droit de quelqu'un d'autre à respirer correctement, à avoir une eau saine. Et c'est cette justice-là, parce que tu parlais de justice, ouais, qui a peut-être besoin d'être mise à l'endroit. Voilà, donc là, on est d'accord, il faut des politiques. Moi, je pense que je serai plus efficace côté entreprise, mais j'espère que côté législateur, donc à nouveau, appel à tous nos parlementaires de demain, là, pour lundi. Mais clairement, si les citoyens, par leur pétition, par leur marche, montrent qu'ils sont un peu informés et que ils ont envie que ça change, peut-être que ça changera. Ça répond peut-être à une question, la politique est-elle vraiment la solution ou ne vaut-il mieux pas construire autre chose pour y arriver? Je pense que les deux sont nécessaires et j'en parlais avec quelqu'un hier et on se disait... Parce que moi, je suis beaucoup dans la politique de, justement, il faut aider les citoyennes et les citoyens à reprendre le pouvoir, à s'organiser. Mais après, il y a une réalité, et je pense que les marches sur la loi climat le montrent bien, c'est qu'à un moment donné, il y a un peu un plafond de verre. Et si on ne change pas les décisions qui sont prises au niveau national, au niveau international, c'est difficile d'avancer. Donc je pense qu'il faut faire un espèce de sandwich. Donc oui, il y a besoin vraiment de recréer une mobilisation sur le terrain des citoyennes et des citoyens pour qu'ils reprennent en main leur pouvoir, leur voix, etc. Mais il y a aussi besoin de changer
toute la matrice politique, je pense, en France, nos systèmes, mais aussi les personnes qui dirigent. Donc je pense que les deux sont vraiment nécessaires. Sont liés. Oui, et pour rebondir sur ça, effectivement, il y a aussi cet aspect de démocratie beaucoup plus locale, avec des mini-conventions par circonscription, enfin plein de choses en fait qui existent, qui ont été pensées et qu'on ne met jamais en place et qui permettraient en fait à tous les citoyens de enfin prendre part véritablement aux décisions ou au moins gagner en transparence sur les décisions qui sont Sur les prises. décisions, oui. Juste un petit complément, Oui, et c'est l'avocate en droit de l'environnement qui parle, parce qu'effectivement... On a une spécialiste. Non, l'environnement, en fait, c'est beaucoup réglementaire depuis 2001, donc tout s'est fait par la loi. Disons que ça place un cadre et ça fait passer des contraintes, notamment au niveau des entreprises. Alors, on peut débattre des quotas, de beaucoup de choses, mais ça a le mérite de placer un cadre. Mais par contre, ça ne se suffit pas. Ça doit finalement être une impulsion et ça doit être relayé par des initiatives qui soient beaucoup plus terrain, qui soient beaucoup plus concrètes et liées en fait à l'écosystème auquel ils s'appliquent. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la RSE ou l'environnement appliqué à une entreprise, elle est propre à l'entreprise, elle est propre au secteur, elle est propre au périmètre géographique où elle se situe. Il y a des sur-mesure. Mais complètement, on ne fait pas de copier-coller, ça n'existe pas. C'est vraiment, il y a toute une histoire, un récit, puis une volonté. Donc, il faut ce cadre générique qui permet, à minima, et notamment aux lobbyistes, de limiter en fait leur action. Par un consensus, mais il faut que ce soit matérialisé par des initiatives qui soient beaucoup plus locales et beaucoup plus démocratives. Et concrètes. Une question encore peut-être pour toi. Comment vraiment bouger les lignes dans mon entreprise? Tu l'as dit, par exemple, Zeil aide à cela, mais encore une fois, très concrètement, il y a ce besoin dans les questions d'avoir du concret. Comment je fais bouger? Est-ce que je dis je veux plus de gobelets s'il y a encore des gobelets? C'est quoi les exemples concrets? Alors, encore une fois, chacun se fixe sa feuille de route. Alors, ça peut être plein d'initiatives, des éco-gestes déjà, une petite pancarte ou un petit autocollant, fermez l'eau, fermez la lumière. Rien que ça, rien que le fait, on a fait le test dans des écoles, de voir le petit autocollant peut-être une dizaine, une vingtaine de fois, ou à côté de la machine à café, dans la journée, c'est de la sensibilisation, c'est des automatismes qui se mettent en place. Après, il y a dans son métier, comment faire son métier différemment. Alors, je choisis mes clients, je choisis mes prestataires, je décide d'aller sur un contrat ou pas. Donc, est-ce que à sa propre échelle, on peut proposer en fait d'intégrer ces thématiques-là, clairement. Et puis après, il y a des toujours dans la sensibilisation, des ateliers. Enfin, je veux dire, il y a quand même des quotas de formation dans les entreprises qui existent. C'est un droit pour chaque salarié. Donc, autant en profiter. Il y a des ateliers magnifiques, les fresques du climat, entre autres. Voilà, pour ne serait-ce que faire rentrer le sujet dans l'entreprise si ce n'est pas déjà le cas. C'est ça, on y va et on voit comment ça se diffuse. Exactement. Et puis fédérer des ambassadeurs et créer du coup cet élément. Et vous avez la chance en plus d'être encore une fois à une période, parce que c'était vraiment pas le cas quand moi j'ai commencé, où les managers ne peuvent pas finalement fermer une telle initiative. C'est ça, il n'y a pas de fin de non-recevoir sur les questions environnementales dans l'entreprise. C'est plus possible. Ça l'était. Voilà. Et ça ne l'est plus. Exactement. Okay. Donc, évidemment, il ne faut pas hésiter à se lancer. C'était. Je voulais juste préciser, je pense que dans ces dernières années, on a fait beaucoup de place aux éco-gestes, mais qu'aujourd'hui, il faut quand même regarder les échelles d'impact. Et il y a quand même pas mal d'entreprises qui ont bien utilisé les éco-gestes, et je vais faire un footing pour ramasser les déchets, etc. C'est bien, mais clairement, c'est les modèles d'affaires qu'il faut revoir et comprendre qu'il y a des faits scientifiques auxquels on ne peut plus échapper. Donc ça, c'est voilà, il faut pas. Je suis d'accord parce que ça, c'est une prise de conscience. Mais il faut pas en faire une excuse pour faire exactement comme on faisait avant, mais en un petit peu plus propre. Voilà. C'est ça, un peu de greenwashing par ici. Ça y ressemble voilà. quand même. Hein. Ok. Mais c'est intéressant parce qu'il y a finalement à toutes les échelles. C'est ce que vous avez dit pendant ce débat, selon sa personnalité, que ce soit la personnalité de l'entreprise ou
ou individuelle. Il y avait une question assez marrante. Comment peut-on préserver sa santé mentale quand on est activiste? Tessir, tu m'as l'air bien en forme. Je ne vais pas te faire l'outrage de te poser cette question. Comment tu fais pour être normale, Tessir? C'est dur, c'est très très dur, effectivement. Et non, il y a beaucoup. Enfin, je vais être quand même hyper honnête et transparente. Il y a énormément de burn-out dans l'activisme. Enfin, on en a connu, j'en ai connu un. C'est très difficile. Et en fait, pour se préserver, il faut apprendre à parfois dire non et ne pas culpabiliser de dire non et de faire... parce qu'en fait, je ne sais plus qui disait ça, mais c'est une autrice qui est vraiment géniale et qui disait qu'en fait, le repos et la pause, c'est du militantisme, en fait. Parce qu'on doit se préserver, on doit préserver sa force et sa santé mentale pour continuer à lutter, en fait, parce que la lutte est longue, le chemin est long et tumultueux. Et il faut apprendre à se préserver, à faire des pauses quand c'est nécessaire et surtout ne jamais culpabiliser de le faire. Le respect de la planète et le respect de soi, en d'autres termes. Merci, mais 1000 fois. Moi, j'ai pris personnellement, et j'espère que vous aussi en ligne, vous avez pris ce plaisir, mais vraiment très sincèrement, ça a été juste extraordinaire de sentir votre énergie. C'est beau, c'est bon, enfin, tout simplement, c'est comme ça. Merci beaucoup. Je vais vous laisser quitter le plateau, sauf toi, Céline. Merci beaucoup, mesdames. Il y a un petit public, mais entendez dans nos cœurs des milliers d'applaudissements. Merci beaucoup. La journée a été hyper dense, très riche d'enseignements à l'image des impactrices. Et d'ailleurs, je vais demander aux deux cofondatrices, Souba et Clotilde, de me rejoindre au programme maintenant. Clotilde. Clotilde, tu es enrhumée? Non, je vais désinfecter ton micro. Ah, parfait, très bien. Et je remettrai Souba. Au programme maintenant, je crois, un bref débriefing de ces temps forts de cette journée, de ce printemps des impactrices pour changer d'air, sans oublier évidemment un petit gâteau, une petite pâtisserie. On se demande pourquoi, je ne sais pas. Eh bien, je vous laisse. Merci Natacha. Merci à vous. Alors j'ai plein de fils. Dans l'autre sens, voilà. Je peux sauter à la corde. Hop, hop, hop. Allez, c'est parti. Alors on n'est pas toutes seules, on est en train de s'installer, mais on n'est pas toutes seules. On a la chance d'avoir deux marraines dont on est très très fiers pour cette session. Donc il y a Céline qui reste avec nous. Avec plaisir. Et on accueille Bouchra Aziz. Petit temps de transition. Donc on se représente. Donc je suis Souba, une des cofondatrices des Impactrices. Et donc du coup, juste un petit bilan de cette journée avant d'amorcer une des dernières sessions avec vous. Donc c'est le printemps des Impactrices. Aujourd'hui, c'est une journée sous le signe de la célébration et aussi de l'action. La célébration parce que nous fêtons nos 3 ans. Les 3 ans de l'association qu'on a créée en 2018 et l'action parce que depuis le début de cette journée, ça a été rythmé par nos 3 valeurs, nos 3 missions, inspirer, connecter, accompagner. Donc c'était vraiment riche, très riche en ateliers, en talks inspirants, ateliers d'intelligence collective et même bulles d'inspiration pour nous initier à des thématiques telles que le féminisme, l'inclusivité et la transition écologique et sociétale. Et donc, du coup, voilà, vraiment une journée riche en émotions qui ne fait qu'augmenter exponentiellement jusqu'à là. La séance avec vous, nos marraines, qui nous suivaient, qui soutenaient donc cette association, le mouvement qu'il représente. Et donc, du coup, je laisse Clotilde, je fatigue, faire un petit mot du coup de présentation des marraines. On a rapidement eu envie d'avoir des marraines. D'abord parce que depuis quelques mois, le mouvement il grandit beaucoup et on a besoin, c'est ce que je dis souvent, on a encore beaucoup besoin d'être inspirés. Et donc, merci à toutes les deux. On vous a contacté. On a eu envie de prendre contact avec vous deux parce que vous êtes des femmes qui nous inspirez, chacune de votre façon.
On vous a choisi très différentes l'une de l'autre dans vos actions. Et c'était volontaire. Chez les impactrices, on croit beaucoup que l'action, ce qui est important, c'est que les femmes agissent, et elles agissent déjà largement, mais montrer des femmes qui sont à des places différentes, c'est important. Donc Céline, peut-être que vous pouvez chacune redire 2 mots sur qui vous êtes. Bah oui, mais c'est hyper flatteur ce que tu dis. Je me sens pas du tout. Je suis juste une petite entrepreneur avec ma partenaire Béatrice Lévesque pour une petite agence de RP. Mais notre grande ambition, c'est de mettre en avant des entreprises, des associations, parce qu'on a aussi des associations en clients, et même des gens qui ne sont pas du tout des clients, mais auxquels on croit parce qu'on croit à leur modèle de société. Et donc, nous, on met nos forces de communicantes au service de modèles dans lesquels on croit. Voilà, donc c'est un peu ça notre raison d'être. Et voilà, et depuis quelques années, quand je me suis remise à des études de développement durable, en effet, j'ai eu envie de montrer encore plus les gens, parce qu'en général, c'est des entrepreneurs ou des gens dans leur entreprise qui font des choses qui peuvent être copier, dupliquer pour essayer de faire accélérer ce fameux mouvement de bascule qui pourrait arriver. Donc montrer le positif, c'est aussi une façon de ne pas tomber dans la solsalgie, d'essayer de voir les bonnes choses et d'en tirer une méthode empirique et de la présenter. Donc c'est comme ça qu'est né le livre qui va sortir, Entreprise contributive. C'est au-delà du politique, au-delà du citoyen, il y a aussi ce corps qui est l'entreprise et qui peut faire évoluer la société dans un sens ou dans un autre. Voilà. Tu peux nous rappeler juste la date du livre ? Oui, le livre sort le 14 avril, donc voilà, il est sur les plateformes. Je vous encourage à aller plutôt chez votre libraire de quartier. Oui. Voilà, mais même les livres contre Amazon sont sur Amazon, donc voilà. Mais les libraires de quartier vous diront merci. Merci Céline. Alors juste quand je parlais de femmes inspirantes, pour moi c'était aussi tout simplement tu incarnes une femme qui dirige, et c'est aussi ça ce qu'on voyait. Enfin moi je t'ai entendu dans plusieurs endroits et c'est ça ce qui m'a donné envie de te proposer d'être notre marraine, c'est que bon, alors il faut savoir qu'on est aussi beaucoup basé sur l'intuition chez les impactrices. Donc c'était important chez les femmes, l'intuition, ça marche en général. C'est ça. Donc le choix de vous deux comme marraine, c'était du 100% intuition. Mais ceci dit, voilà, ce qu'on a aimé chez l'une comme chez l'autre et ce qui vous réunit finalement, et je vais te donner la parole pour te présenter dans une seconde, Bouchra, mais juste pour vous dire ça, c'était ce côté-là, ce côté énergie positive. Du coup, Bouchra, peut-être après je reviendrai, mais est-ce que tu peux te présenter en 2 mots ? Oui, bien sûr, en 2 mots. Oui. Enfin, ou non, non mais je rigole. En 5 minutes, tu as tellement de choses à en dire. 2 En mots, plus. Bouchra Azouz. Ravie d'être là. Merci déjà, parce que c'est vrai qu'on est toutes petites, comme ça, on essaye de faire des choses. On est souvent dans notre petit coin et on a aussi cette intuition de départ, de se dire qu'on a quelque chose à faire, quelque chose à dire. Alors timidement au départ, parce qu'évidemment, on n'a pas toujours confiance en nous et on se dit que, ma foi, si la société dans laquelle on est, elle est telle qu'elle est, c'est-à-dire pas très inclusive à l'égard des femmes et que chaque millimètre a été une conquête en fait. Tout est une conquête en fait pour les femmes. Elles sont depuis la première constituante et même avant avec la loi Salic, mais on a été exclus du champ politique. Et c'est pour ça que pour moi, la question politique, elle est fondamentale. Alors, avant de revenir sur cette question-là, c'est de se dire, au départ, moi, je suis quelqu'un de tout à fait, j'allais dire, basique. Dans ma cité, je grandis, j'ai un poste d'observation qui est la fenêtre de la cuisine, parce que je suis très souvent dans la cuisine, pour faire à manger, préparer le pain, etc. Et de cette fenêtre de la cuisine ou de la fenêtre de ma chambre, qui ne donne pas sur le même endroit de la cité, j'observe, je vais observer longtemps, essayer d'analyser un peu les choses et comprendre pourquoi
tel ou tel phénomène, pourquoi l'échec scolaire, pourquoi la violence, pourquoi la délinquance, pourquoi la drogue, pourquoi si et pourquoi nos pères sont venus en France et pourquoi. Enfin, je me pose beaucoup de pourquoi en fait. Et à un moment donné, je vais essayer de répondre à ces questions qui deviennent trop nombreuses. Et il y a une nécessité en fait de répondre à ces questions. Et à mesure que vous répondez à ces questions, en fait, vous faites un peu de la sociologie empirique. Vous parliez d'empirisme tout à l'heure. C'est vraiment une démarche très empirique, de la sociologie empirique, en fait. Et voilà, et petit à petit, tout ça, pour faire très très court, m'amène d'abord à être une militante associative féministe, mais tardivement. Je veux dire, moi, je suis venue au féminisme à 30 ans. Au départ, ça ne veut rien dire pour moi, le féminisme, parce que le féminisme que j'observe ne répond pas à mes problématiques. Il ne répond pas aux questions que je me pose. Donc, il va falloir que je le fabrique, ce féminisme. Et donc, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, bien sûr, mais ça finit par devenir une pensée qui est le féminisme populaire. Et pour vraiment appuyer cette pensée-là, j'ai écrit un premier livre avec Corinne Lepage qui s'appelle « Les femmes au secours de la République » et donc qui fait se converger justement cette approche empirique d'un féminisme populaire avec la question de l'environnement et de l'écologie. Et donc, on peut dire que le féminisme populaire, c'est de l'écoféminisme d'une certaine façon, mais encore une fois, en abordant cette question de l'environnement de façon très pragmatique. C'est qu'à un moment donné, quand vous êtes pauvre, la question de la malbouffe, la question de où est-ce que tu habites, tes conditions de vie, etc. C'est-à-dire que plus tu es pauvre, plus tu as accès à des choses qui ne sont pas à la fois avec un bon impact environnemental, ce qu'on dit aujourd'hui. Mais c'est vrai que nous, notre préoccupation, c'est pas tellement l'impact au départ, c'est de se dire comment je fais pour pas m'empoisonner avec, etc., etc. Donc c'est toujours une démarche très, très pragmatique. Et puis, mes films, que vous me connaissez probablement au travers de mes films, mais qui ne sont pour moi, en réalité, qu'une façon d'appuyer cette question du féminisme populaire et qui dit, un peu comme vous, c'est que les femmes sont d'abord actrices de ce féminisme-là, même si ce ne sont pas des militantes au sens où on l'entend. Et ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas écrit et objectiver ce féminisme-là dans des ouvrages ou dans des luttes qui ont été retenues dans notre histoire. Pour autant, il y a des luttes qui sont menées. Donc les femmes sont actrices de ce féminisme populaire et en même temps transformatrices des quartiers. Et ça, c'est très important parce que, pour résumer un peu, ce qu'on dit, c'est que les femmes sont porteuses d'une dynamique émancipatrice qui est tellement puissante qu'elle est pour moi seule capable de transformer la société. Et de toutes les façons, l'histoire, c'est ce que nous montre l'histoire. Sans les luttes des femmes, il n'y aurait pas d'égalité en France. On serait toujours privé de notre droit de vote et on serait finalement privé même de notre citoyenneté. Donc on voit bien quand même que la société, elle est ce qu'elle est par cette histoire-là, mais une histoire finalement qui est très souvent minorée, parce que le pouvoir est, hélas, entre les mains des hommes. Donc cette histoire, elle est encore aujourd'hui à écrire. Là, le dernier film que je viens d'écrire, c'est « Femmes, sexisme et politique ». Et l'idée, c'est de montrer comment les femmes ont dû faire intrusion dans cet espace politique et comment, au prix de luttes, mais qu'on ignore parce qu'elles ne nous l'ont pas raconté vraiment, ce qu'a été cette bataille d'abord d'exister avant de faire de la politique. Et donc, pour conclure, j'aimerais quand même que les femmes, quoi qu'elles fassent, quelle que soit la portée et la mesure de ce qu'elles font, prennent conscience qu'elles font de la politique. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important de l'intégrer. C'est qu'à un moment donné, tous nos combats, quel que soit l'endroit dans l'entreprise où que vous êtes, à un moment donné, ce combat-là est une parole politique qui a pour objet de participer à construire le projet de société. Voilà. Donc, on doit être actrice d'abord de ce projet de société. Merci. Tu veux réagir ? J'ai juste envie de dire mic drop, allez, c'est bon. On a fini la saison. Super. Alors, il faut savoir que moi, j'avais fait une table ronde avec Bouchra qui était sur comment être actrice du changement. Et du coup, c'est pour ça que tu es là, en fait. C'est parce que pendant toute la session, j'en prenais plein la figure comme ça et je me suis dit, il faut que cette personne vienne aux impactrices. Voilà. Je rebondissais juste, du coup, sur une des questions. Puisque tu as donné des pistes déjà de réflexion, d'action. Qu'est-ce que pour vous... une impactrice, qu'est-ce qu'elle incarne pour vous? Qu'est-ce que c'est une impactrice? C'est Bouchra.
ping-pong. Je te laisse. Non. Non, puisqu'on est toujours dans la pluralité. Donc, Mais on est c'est dans ça la qui est- pluralité. Et dans l'inclusivité, c'est-à-dire que être impactrice, c'est impactrice par rapport à, donc dans son écosystème. C'est bien ce que tu racontes aussi. Et c'est ça. Tout à l'heure, quand Natacha a dit est-ce que vous voulez faire de la politique? Non, mais en fait, c'est vrai qu'on fait de la politique quand on parle. Dès qu'on l'ouvre, quelque part, on fait son lobbying de quelque chose. tout est politique. Donc voilà. Et le vote se traduit par l'adhésion, l'effet d'entraînement qu'on peut provoquer. Chez nous, on est tout petit, mais je me dis si les collaborateurs, l'écosystème adhèrent, bah, c'est déjà quelque chose. Et finalement, moi, je me nourris, et moi aussi, je suis venue assez tard à une pensée un peu structurée de tout ce que je raconte aujourd'hui, très tard. Et c'est aussi le jour où on ne subit plus, qu'on l'ouvre. Avant, on subit, on est plus tranquille. Ça dépend des personnalités, j'imagine. Il y a des rebelles très tôt, mais moi, je n'ai pas été. Et du coup, c'est plus d'essayer de se dire la chance qu'on a eue, d'essayer de la faire partager, de se nourrir de gens qui ont eu une chance encore plus grande et qui rayonnent. Ça, c'est être impactrice. C'est aussi d'aller chercher de l'énergie positive chez des gens fantastiques qui, en général, en sont incroyablement généreux. Je trouve que dans nos réseaux d'environnement, de climat, de femmes, d'entrepreneurs, parce que moi je suis dans les réseaux d'entrepreneurs aussi, c'est des réseaux généreux, ultra ouverts, où vous pouvez en fait donner autant que vous recevez, et c'est ça qui fait l'impactrice. Super, on se retrouve complètement. Et d'ailleurs, moi je me retrouve bien dans ce que tu dis aussi, parce que nous, on a continué ce projet parce qu'on avait cette générosité, en fait. Parce que finalement, tous les jours, on rencontre des femmes qui s'engagent et que ça nous donne de l'énergie et que ça nous donne de l'énergie pour continuer à nous engager. Et ça fait un effet de mouvement. Du coup, Bouchra, toi, ce serait quoi ta réponse? Pour toi, ce serait quoi une impactrice? Une impactrice, d'abord, c'est vous. Hein. C'est nous. C'est nous, mais... Je ne sais pas vraiment répondre à ta question d'une façon un peu globale comme ça. Moi, j'aime bien toujours partir du particulier. Et puis, en fait, je vais vous dire, j'ai fait toute ma scolarité dans une école privée catho. Et très jeune, j'ai été impactée par une histoire, celle de Sainte-Thérèse. Et en fait, cette philosophie, pourquoi elle m'a marquée, en fait ? Parce que, je vais peut-être m'attirer les foudres un peu, hein, parce que je parle d'une chrétienne, mais en fait c'est ça qui est intéressant quand vous parlez, où on est toutes différentes, etc. Ce qui est intéressant, c'est comment justement on peut avoir un impact les unes sur les autres par rapport à l'endroit d'où on parle, notre parcours, etc. Pour moi, c'est déjà ça l'impact. Et donc pourquoi je parle de ça? Parce que quand je suis toute petite, donc en 8e, je crois bien, je découvre cette histoire et en fait cette philosophie très simple de dire on peut faire des toutes petites choses. Et ces toutes petites choses, elles peuvent changer déjà. Elles participent déjà au changement. Et là, tout d'un coup, on se dit « Ah, mais oui, on n'a pas besoin de faire des grands discours, d'avoir lu 150 000 bouquins, d'avoir une légitimité sur un sujet pour dire « En fait, je peux avoir une action qui va impacter. » Et puis, voilà, c'est déjà ça. Et de se dire chacune, dans l'endroit où on est, mon dernier film, par exemple, les jeunes filles ont fait une pièce de théâtre. Pourquoi ? Parce qu'elles sont percutées par une problématique qui est le racisme intercommunautaire. Et donc, elles font une pièce de théâtre sur une histoire qui arrive à une fille dans le quartier qui est une arabe et qui sort avec un noir. Et donc, évidemment, c'est tout un scandale. Et bien, qu'est-ce qu'elles font ? Elles vont faire une pièce de théâtre. Et bien voilà, elles sont des impactrices. Absolument. Et donc, c'est important de distiller ces messages-là parce que les choses, elles doivent toujours être à notre portée. Et voilà, et ce que vous faites, c'est formidable. C'est pour ça que j'ai accepté de venir, parce que je me dis, oui, chacune où on est, on peut avoir un sujet, une envie d'action. On ne sait pas forcément comment on fait. Vous allez leur donner les outils. Et puis créer aussi des synergies. Parce que
à 2, à 3, à 4, à 5, à 10, à 20, c'est plus facile que toute seule. Et bien finalement, on se rejoint aussi avec le féminisme populaire, parce que c'est exactement ce qu'on fait. Donc voilà, c'est formidable. Et maintenant, je vais ressortir d'ici en me disant, mais en fait, le féminisme populaire, on est aussi des impactrices. Super. Voilà. Exactement. Juste ton dernier film, Meuf de la Cité. Ouais. Voilà. Pour celles Qui et est ceux qui peut-être voudraient- encore en replay Non, sur France il n'est 2. plus Non, il n'est plus en replay. Bon, Il est plus en replay. Mais je vous enverrai le lien, mais je ne dis pas mon producteur. d'accord. Avec grand plaisir parce que je l'ai raté. Prochaine question. Prochaine peut-être. Ouais. question. Peut-être qu'on peut juste parce qu'on a. Juste la dernière, ce serait vraiment cette question de quels sont vos souhaits, vos ambitions peut-être pour notre association. Moi, je suis une femme de communication, donc j'ai envie que vous soyez connus de tous et toutes, parce que les impactrices, c'est comme, il y a quand même des hommes féministes, hein, donc il y a des impacteurs, amis impactrices, je pense. Donc moi, ce que je vous souhaite, c'est d'avoir des tas de petits partout. Et je vous souhaite aussi qu'on puisse se retrouver physiquement pour que ces tas de petits partout puissent connecter, parce que le lien nous manque cruellement. Le digital, c'est bien joli, mais là, depuis un an, tout le monde en a assez. Là, la manifestation de demain, je connais énormément de gens qui ne vont pas y aller parce qu'ils ont peur. Qui se trouvent que c'est pas responsable, etc. Moi, je me suis dit que c'était trop important pour pas y aller. Mais voilà, en fait, on a besoin de se retrouver physiquement. Donc moi, je vous souhaite, si c'est le mot de la fin, de grandir en vous retrouvant physiquement. Merci pour ces mots. Bouchra, est-ce que du coup... D'abord, j'entendais tout à l'heure la jeune personne qui était ici et qui parlait du burn-out. Donc, de continuer et surtout d'agréger de plus en plus de force, parce que plus vous pourrez partager cette charge, moins elle pèsera aussi sur vous. Donc voilà, je vous souhaite de continuer et de grossir de plus en plus et voilà, de continuer sans relâche. Et je trouve que ce qui est vraiment très intéressant, c'est de relier la question environnementale avec la question sociale. Je trouve que c'est très important, c'est peut-être le pragmatisme aussi des femmes, c'est-à-dire de ne pas décorréler les deux sujets. Et vraiment, Ils sont liés de toute façon. Je vous souhaite vraiment, de ce point de vue-là, de continuer à travailler de façon très cohérente sur ces deux questions qui sont vraiment très, très liées. Et puis voilà, bonne continuation. Vous êtes très jeune, 3 ans, c'est formidable. Et donc voilà. Merci. Bon anniversaire déjà. Merci. Merci beaucoup. C'est des vrais conseils de marraine. Vous nous dites de prendre soin de nous. On sait ce que c'est le militantisme. Ouais. Hein. C'est très difficile. Moi, tous les jours, je me dis que j'arrête. Tous les jours, je me dis j'arrête, j'en ai ras-le-bol. Parce que je trouve que c'est dur. Parce que quand vous faites des débats avec des hommes politiques, vous vous rendez compte en fait qu'ils ne comprennent fichtre rien à la question des femmes. Si vous voulez, pour eux, la question des femmes, elle est connexe. Il y a les grands sujets, vous disiez tout à l'heure, je trouve ça très intéressant, le fait de dire on analyse par des prismes d'évaluation en fait, de bons indicateurs, mais qu'en réalité, on passe à côté de plein d'autres indicateurs qui finalement les mettraient à la ramasse totale. Et c'est désespérant en fait de se dire, mon Dieu, on raconte quand même des choses qui ne sont pas totalement connes quand même. Et pourtant, notre parole... elle est considérée comme mineure. C'est-à-dire, on parle des bonnes femmes, c'est des sujets de bonnes femmes. Et ça, je trouve ça fatigant. Et ricanement à l'Assemblée, je veux dire, on ne parle pas du siècle dernier, hein, on parle de maintenant. C'est juste hallucinant. Le hockey boomer en Nouvelle-Zélande, c'est l'année dernière. C'est choquant. On parle de pays civilisés. Non, mais effectivement, c'est la femme, encore aujourd'hui, on est obligé d'en parler. Quand des gens disent le féminisme, c'est bon, non. Mais moi, je leur dis même plus que je suis une féministe, je dis maintenant, je suis une femme politique. Parce que, en fait, ça permet d'être hissé au même niveau qu'eux, et là, ils vous regardent comme ça dans les yeux. Sinon, ils vous regardent comme ça en disant « Oh bah oui, en fait, toi, t'es une féministe, quoi ». Non, nous, on fait de la politique, on a un projet de société, on a une vision de ce que doit être la société. Et c'est ça, faire de la politique. Donc, on est toutes des femmes politiques. Et à nous de prendre notre place. Exactement. Et moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup là-dessus, et ce sera le mot de la fin pour notre section ensemble, mais c'est
être une femme, enfin pour une femme, dire je, c'est politique. Donc il y a aussi toute cette tout prendre sa place dans ce sens-là. En tout cas, vraiment, merci beaucoup à toutes les deux. Enfin, merci. Merci pour cette proposition inespérée et surprenante qui était. Veux-tu être notre marraine ? Ok alors. Merci de l'avoir accepté. Merci de ce moment. Belle rencontre. En toute simplicité. Merci. Oui. On va vous laisser quitter la scène. Et du coup, on va accueillir pour la suite 2 autres impactrices de choix, puisque c'est les 2 autres cofondatrices de l'association, Fanny et Agathe, qui vont désinfecter leur micro. Leur micro d'abord, oui. Donc, dans un instant, Agathe va s'installer. Elle va vous dire un mot sur une section qui s'est passée cet après-midi, qui était des ateliers d'intelligence collective. Agathe, c'est à toi la main. Cet après-midi, on a fait des ateliers très concrets et on a fait notamment un atelier action où l'idée c'était de co-construire ensemble des pistes d'action qu'on pourrait expérimenter au sein des impactrices. Parce qu'aux impactrices, on a vraiment à cœur de co-construire en fait depuis le départ avec nos membres, avec nos parties prenantes. Et c'est ce qu'on a fait cet après-midi sur 3 thématiques qui nous tiennent à cœur, qui sont la transition écologique et solidaire, comment on peut accélérer au sein des impactrices par nos actions, sur la lutte pour l'égalité, comment faire pour que les femmes justement puissent atteindre leur plein potentiel et comment on peut faire pour accélérer les choses sur ce sujet. Et puis un sujet sur l'inclusivité, comment au travers des impactrices, on peut en fait aller vers cet objectif d'inclusivité, que ce soit à l'intérieur des impactrices, mais aussi dans les actions qu'on prône. Et on a eu plein de belles idées qui sont sorties cet après-midi, et on va chercher à les mettre en place. Donc pour en citer quelques-unes, si ça vous intéresse, sur la transition écologique et solidaire, il y a eu l'idée de tout simplement faire peut-être un guide, parce qu'on fait plein d'ateliers, il y a plein de matières qui en ressortent, et peut-être que ce serait intéressant, en fait, au stade où on en est, de compiler tout ça. Sur l'inclusivité, l'idée, il y avait beaucoup d'idées qu'on peut expérimenter sur ce sujet-là, mais il y avait notamment de réfléchir aux thématiques qu'on adresse pour que les personnes qu'on cherche à aller toucher, qu'on aimerait en fait voir autour de la table avec nous, et en fait, elles aient juste envie de nous rejoindre. Donc, il y a un vrai sujet là-dessus de réfléchir à ces thématiques qu'on veut adresser. Et puis sur le 3e, la lutte pour l'égalité, alors là il y avait plein d'idées d'ateliers inspirants pour les femmes, d'ateliers sur apprendre à écrire, à utiliser l'écriture inclusive, à en fait inventer des nouveaux récits pour les femmes pour prendre leur place. Donc voilà, donc on va compiler toute cette matière et on va voir maintenant qui on peut mobiliser derrière ça et comment on peut mettre en place ces nouvelles actions. Voilà. Super. Et donc notre invitée ce soir, surprise, c'est aussi Fanny. C'était pas prévu qu'elle soit avec nous jusque-là, mais moi je suis très contente de présenter Fanny. Fanny, c'est les doigts de fée derrière toute cette pensée. L'identité visuelle, le logo, tout ce qu'il y a derrière les impactrices de visuel, ça vient de Fanny, qui a été rejointe récemment par Alice, mais voilà, je trouvais c'est important d'en dire. Je sais pas si tu veux dire un mot du coup. Ou... Non, mais merci. C'est moi la manière d'avoir de l'impact aussi. Ah, super. C'est mon média d'impact, c'est ça. C'est ça, tu le fais super bien. On nous en parle tout le temps, donc c'est super de pouvoir montrer ton visage. Bon, je crois que c'est le mot de la fin. C'est le moment de célébrer nos 3 ans, les filles. 3 ans déjà. Ouais. On va avoir un petit gâteau qui va nous arriver. Je pense que c'est aussi le moment, du coup, de remercier tout le monde. Alors, on tenait particulièrement, du coup, à remercier notre partenaire La Base, où on a fait, du coup, tout l'événement en son sein depuis ce matin. Donc merci à La Base, à l'équipe technique aussi derrière. Bravo. Maintenant, je sais ce que c'est un conducteur technique. Merci. Donc, voilà. Ouais, justement. Du coup, un grand merci à celles qui se sont impliquées depuis 1 mois et demi quand on a commencé à se dire tiens, on va faire un événement, puis tiens, on va le faire de 9h du matin à 19h. Puis voilà. Tiens, on va faire avec une scène. Voilà, on a été assez ambitieux sur la séquence, mais il y a des personnes qui se sont impliquées. Donc merci à toutes nos bénévoles, évidemment, qui se mobilisent au quotidien. Moi, j'avais quand même envie de faire un merci spécial à Sandra et à Amandine.
voilà, qui se sont... Et à Amandine, dont on n'a pas entendu le prénom, qui ont toutes les deux commencé un travail la semaine du 8 mars, à qui on a dit « Ah, c'est super, mais tu te rappelles que dans 3 semaines, on a un événement ?» Vous avez été au top du top, toutes les deux, et le gâteau arrive. Et Sandra, qui a un côté très pratico-pratique, arrive avec le gâteau pour qu'on le célèbre. Donc voilà, venez, vous voulez venir sur scène, les filles, Venez sur scène. On va remettre les masques. Et on va vous inviter à souffler nos bougies. De loin, avec le masque. Bah oui, du coup, nous... voilà. C'est ça? C'est bon, il y a tout le monde? Et ben, longue vidéo aux impactrices. Merci. Merci. Ah là là, ça y est. On va manger après.